qui est privilégié. Ce moment-là, il s'appelle le Grand Talk. Pour nous, lorsque nous préparons cette émission-là, nous sommes habités par la mission de vous proposer le meilleur. Bienvenue sur Live TV, bienvenue dans le Grand Talk. Avec moi ce soir, il y a André Bois. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous chez vous. Comment allez-vous André? Oui, ça va plutôt bien. Ça, les vendredis, on essaie d'avoir la pêche. Hein. Exactement. Il y avait une vieille expression là, vous savez. La pêche. Le vendredi, on ne se prend pas la tête, on fait la fête. La fête. Vieille expression qui a été reprise par un nombre d'animateurs. On vous a pas retrouvé hier, André? Oui, c'est vrai. Des auditeurs qui sont fidèles ont réclamé leur petit rendez-vous. Les téléspectateurs, là, c'est le côté radio qui parle. Oui, c'est face. Moi, les téléspectateurs, c'est vrai. Et puis, bon, ceux qui ne l'ont pas trouvé ont regardé justement la suite du Grand Talk. Et certains se sont posé des questions. Ma voisine est venue me demander: ah, ils ont envoyé M. Bois? Non, ils n'ont pas envoyé. Il va bien. Il a la force de ses idées, il a les gestes de ses idées et de ses pensées. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Je vais toujours très bien. Et à pied surtout. Très très bien. Bon, tout à l'heure on a rencontré un agent des forces de l'ordre dans le hall. Dès qu'on l'a vu, on a dit: il est là, Daouda, salut vous. Non, mais tu sais que la police nationale, je les adore et qui aiment bien, châtie bien, c'est pour cette raison que généralement... Et aussi, surtout eux, ils vont vous démontrer leur amour un jour. Mais bien sûr, bien sûr. Et ce qui me plaît, je ne suis pas comme certains. Voilà, j'ai toutes mes pièces qui sont là, j'ai un permis de conduire, mes 12 points sont calés, c'est tranquille. Est-ce qu'il a une boîte à pharmacie? J'ai une boîte à pharmacie, j'ai le triangle, j'ai l'inspecteur. Franchement, quand tu as la critique facile, il faut être exempt de reproches. Est-ce que vous avez de quoi un brise-glace? Là, je peux briser déjà. Tranquille. Vous n'avez pas tout. Il n'a pas tout, il n'a pas de brise-glace. Et vous n'avez pas la poupée. Il y a une petite poupée qu'on met devant là, qui bouge là. Ma voiture n'est pas un wara. Il est fou, Daouda, il est fou. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Salut Brice, bonsoir chez vous. Et toi-même? Ça va très très bien, merci. En général, il y a des gens comme vous, heureusement, qui arrivent à dire aux personnes qui... Et vous? Là, tu les salues tous les jours, jamais ils ont demandé après vous, les deux, hein, suivez mon regard. Je pense qu'à eux, une forme d'égocentrisme, d'égoïsme, voilà, que je dénonçais sur ce plateau. Parce que des choses, on va la dénoncer hein, sur ce plateau. Bon, allez les amis, on va commencer par... Comment tu vas? Merci Daouda, je vais très très bien. Voilà. Oui, ça, moi aussi, il faut que je m'y mette. Comment oui, tu vas? ça va André, merci, je vais très très bien, merci. Là, c'est vendredi. Tu es tout beau dans ton gilet comme ça. Oh c'est là, vrai. là, ça frise l'hypocrisie là maintenant. Oui. Tu sais, l'hypocrisie, c'est la chose à mieux partager sur ce plateau. Enfin, Voilà, je dirais même... Daouda, tout de même. Sur les réseaux sociaux, j'aurais écrit en bas, statut visé. Non, on est gentil sur ce plateau. On pense des choses, on dit des choses, mais après, c'est que de la télé. The show must go on, dit-on. Je sais mon anglais, de CP. Il est rouillé un peu. Je constate, je le concède. Bon, allez, j'ai un petit coucou, un petit clin d'œil, et pour nous c'est important. Il y a le Classico dimanche entre le Barça et le Real. Classico, moi, ce qui m'intéresse à l'intérieur, c'est la participation de notre cher Franck Kessié, qui joue au Barça. C'est vrai que depuis un moment, il a retrouvé le terrain, effectivement. Et ça, c'est très important pour le garçon. Vu que nous sommes en train de préparer l'équipe, il est important que nos éléphants puissent être en jambes. Franck Kessié. Oui, mais enfin, après ce match-là, il vient à Abidjan, ou à Boaké pour le match. Non, mais Franck Kessié bénéficie aussi d'une série de blessures parce que Barcelone il bénéficie parce que Barcelone a une équipe type. Et donc, le jeune Pedri est blessé, ça profite à Franck Kessié. Et c'est bon, en tous les cas, il s'agit de profiter d'une situation et puis de consolider son importance dans l'équipe. On a vu le scénario Bobo et... comment il s'appelle le gardien? On parle de l'ancien Barry. Voilà. Quelqu'un aurait dit le bonheur, ils ont fait le bonheur des autres. Ah ben bien, c'est la loi du foot. Hein. Oui, c'est clair. Bon, surtout lui, quand il s'est blessé, il y en a d'autres qui prenaient sa place. Donc là, on peut dire également qu'on est très très heureux que Franck Kessié, et puis on espère qu'il nous mettra 2-3 buts là, comme ça pendant le Classico. Voilà, allez, plus. À côté de ça, il y a les actions de Franck avec la fondation. Oui, la fondation Franck Kessié qui milite pour justement la construction d'écoles, dans le social, des enfants dans le social, enfin voilà. C'est important. Bon, allez, moi je soutiens Franck Kessié. Voilà. Les clubs, c'est autre chose. Je suis mal placé, je suis porte-africain. On va regarder une vidéo, on va la commenter tout à l'heure pour notre vidéo du jour, toujours dans la grande révision. Regardez la vidéo, on en parle.
ça vous rappelle quelqu'un? Non, l'histoire des 17 sons de Oswald Kwame. En pleine interview, le gars il dit la table du talk fait 17 sons. Je me suis dit, waouh, ce gars il va créer quoi? Et là, il nous a sorti les 17 sons. Les 17 sons. Non, j'ai pas eu les 17 sons, mais vraiment. Bon, quand vous n'avez pas l'oreille pour détecter les 17 sons, mon cher Daouda. Ouais, mais en même temps, le gars, il utilise des vers, oui, mais c'est un peu ça également que Oswald nous disait. Il utilise tout ce qui peut dans la nature produire un son. Il fait les sons avec de la... Voilà, par exemple, ça, par exemple. Il fait les sons avec des ignames, avec des vers, de l'eau. Tout ce qui produit du son. Il peut mettre tout ça il fait ça en harmonie pour... Voilà, donc là, on voulait lui faire un petit coucou. Cette table, par exemple, devait avoir une 38 sons. Non, mais il est fort, hein. Oui, ouais. Bien sûr. Mais est-ce que tu as déjà vu Oswald Kwame jouer d'ailleurs? Non. Il est plus. Il est excellent. Au-delà du fait qu'ils disent que la table fait 17 sons, mais moi, enfin, il est. Au-delà du fait, tu ne crois pas trop? Non, je ne vais pas mentir, Oswald, franchement, je t'aime. Mais les histoires de 17 ans, j'y crois. Mais non, mais je veux dire, les différentes parties de la table ne doivent pas émettre les mêmes sons. Non, mais je ne dis pas 17 forcément, mais je dis qu'en bout de table... C'est comment l'expertise a permis, juste au regard, c'était juste comme ça. Je dis que ça fait 17 sons. Non, parce que c'est la précision du chiffre, c'est ça? Oui, 17, mais enfin après, forcément, je dis, la table ne donne pas le même son en fonction des parties de la table, c'est sûr. C'est juste une question physique, enfin. Je sens que si on tape, si tu as joué ton ventre en même temps... Mais vraiment, ça ne va pas donner le même son, évidemment. Il n'est pas sérieux, ce garçon. Et même s'il a deux jours, au même moment, je ne suis pas sûr que ça donne le même son. Bon, allez, on va faire progresser le rendez-vous. Eh bien, le prochain point évoque un chiffre qui fait peur. Plus d'1 million d'Abidjanais vivent dans des bidonvilles. Réaction, messieurs, madame, sur le plateau. C'est alarmant, j'ai envie de dire. Ça vient du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le ministre d'ailleurs qui en parlait, M. Bruno Lamagné-Kodé. Et en plus, il a rajouté en fait qu'il y a 600 000 unités par an en termes de déficit de logement. Donc c'est extrêmement alarmant. Et j'ai envie de me poser la question de savoir quel est le plan d'urbanisation qui va être associé donc à cette constatation. André ? Le plan d'urbanisation, non, peut-être pas, mais en tout cas, il y a un plan de logements sociaux. Hier, le Premier ministre a remis les clés donc, à toute une série de logements sur la sortie Abidjan par Yopougon, donc Songon, tout ça. Non, il y a des choses qui sont faites, même si le déficit, comme elle a dit, reste toujours important. Et de se dire qu'on ne procède pas à une chose que les gens ont eu à faire ailleurs, c'est ce qu'on appelle la restructuration des villes ou la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut essayer de rénover un certain nombre de quartiers qui ont été mal bâtis ou mal construits à la base. Donc, on peut faire des choses. Donc, ça aussi, je pense que c'est un axe que le gouvernement devrait explorer. Moi, j'ai vu un programme à Bergerville, là, avec plusieurs immeubles, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a plein de programmes de logement. Non, mais en fait, André, ce que tu veux dire, ça veut dire qu'on va raser souvent des quartiers pour en rebâtir d'autres ou... Oui, bien sûr. D'accord. Oui, la rénovation urbaine, par exemple, vous prenez un quartier, enfin, si la zone est, est viabilisée, vous prenez toute la zone derrière l'aéroport, Gonzagueville, etc. C'est des zones qui ont été construites vraiment sans plan directeur. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on veut rendre ces zones-là habitables et donner de la dignité à ceux qui y habitent, il va falloir, pour cette omelette-là, casser les œufs. Donc il va falloir évidemment déplacer certaines personnes. Voilà, il faut faire quelque chose parce qu'on doit y mettre aussi des commodités. Les pompiers doivent pouvoir y accéder, on doit pouvoir refaire des routes, l'électricité, etc. Donc c'est ça la rénovation urbaine. Pour les bidonvilles, parce qu'il ne s'agit pas de nous dire qu'il y a 120 bidonvilles à Abidjan, mais il faut dire quel est le plan qu'on met en place. Soit on va en casser ou on va en rénover. Moi, ce que je pense pour cette situation, en fait, pour moi, il est important qu'au-delà de la rénovation, qu'aujourd'hui, on pense à la décentralisation même de notre système. Parce que tout est concentré à Abidjan et surtout, ça a commencé à s'exacerber après la crise, si vous vous rappelez, au temps de la rébellion, il y a eu une vague de déplacement, d'exode au niveau d'Abidjan. Donc tout est concentré. Aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics partent, en fait, aujourd'hui, envoyer la capitale politique comme il était prévu auparavant à Yamoussoukro, de sorte à désengorger à Abidjan. Parce que, en réalité, à l'intérieur du pays, les villes d'intérieur, il n'y a vraiment rien qui retient les jeunes, rien qui retient les gens. Donc tout le monde vient pour chercher l'Eldorado à Abidjan. Or, aujourd'hui, on est étouffé.
pour faire juste le parcours engrais-plateau, mais tu te tapes pratiquement 2 heures dans les embouteillages, dans les bouchons. Or, si ça avait été décentralisé, on serait pas là. Non, mais là, c'est différent. Parce que si tu veux parler des transports, si tu veux parler des transports, je veux dire, on n'en finira jamais. Hein. Je ne pense pas que le fait de construire des routes va désengorger en réalité. Non, je ne parle même pas des routes. Parce que s'il y a décentralisation, si l'administration publique, politique et autres va à Yamoussoukro, forcément, les gens vont commencer à aller vivre soit à Tébissou, à Toumoudi, à Divo à côté, parce que c'est pratiquement 1 heure, 2 heures de route. Ce qu'on fait tous les jours ici à Abidjan. Donc du coup, ces bidonvilles qui naissent, qui fleurissent comme des champignons, ça va cesser parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie, si on me dit, j'avais le choix, je serais assis à Boaké. Parce que c'est là que j'ai envie de vivre, pas à Abidjan. Mais je n'ai pas le choix. Et je pense que, comme moi, beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Mais je veux dire, il faut revenir quand même au problème des bidonvilles. Parce que, par définition, c'est bien, vous avez parlé de l'urbanisation, mais surtout la question des bidonvilles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, entraîne cette floraison de bidonvilles à Abidjan? La pauvreté? Mais il y a la pauvreté, mais il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, les maisons coûtent exagérément cher. D'autant plus que le ministère de la Construction, pour que les gens puissent ne serait-ce même se loger, ils ont imposé qu'il y ait 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Parce que les opérateurs immobiliers décidaient comme ça, oui, tu payes 2 mois, 6 mois, 7 mois de caution, tout le monde ne peut pas. Mais c'est pour ça que ce que vous dites, c'est vrai, il faut pour penser à ces pistes-là, mais il faut construire les logements. Parce qu'on est dans une forme de tension. Parce qu'il n'y a pas assez de logements. Donc forcément, la demande est plus grande. Voilà, c'est l'offre et la demande. Et quand il n'y a pas assez, tout le monde se rue sur des petites bicoques et les propriétaires décident de les augmenter. Donc, il faut une vraie politique d'urbanisation, vous en parliez. Et de décentralisation. Voilà, mais en même temps, il ne faut pas non plus faire comme si rien n'a été fait. Parce que de 2011 à aujourd'hui, vous savez bien que Bassam n'existait pas. Enfin, Bassam, de tout ce qui est modeste, etc., ça n'existait pas en 2011. Il y a plein de quartiers, Songon, etc., qui n'existaient pas. Voilà, à Bingerville aussi. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais là où je pense que le gouvernement maintenant pêche, c'est sur le niveau des loyers. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on commence à fixer de façon administrative le coût des loyers pour permettre aux gens André, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Parce que ça existe ailleurs. Non, ce n'est pas parce que ça existe ailleurs. On ne va pas réinventer les choses. Non, je sais, mais quelqu'un ne va pas construire sa maison. Moi, je vais mettre 100 millions, 200 millions dans une maison et le gouvernement va venir me dire non, tu loues tes 4 pièces, tes 5 pièces à 100 000. Non, ce n'est pas possible. Non, parce que derrière ça, Daouda, vous êtes tout parti dans l'émission. Mais attends, comment le gouvernement va aller dire à quelqu'un qui a construit une maison dont la valeur... Si tu demandes de l'homologuer... Tu t'imagines une maison qui coûte 200 millions et le gouvernement va aller dire à la personne de louer ça à 15 000 C'est un exemple que je prends. Mais non, mais pour dire, alors, faut surtout lui expliquer ce que le gouvernement ferait. Voilà ce que le gouvernement peut faire. C'est que quand les conditions de construction de logements doivent refléter, on va dire, le prix de la location. Tout à fait. Parce que voilà ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, la rentrée, même dans des quartiers, même les nouveaux quartiers, qu'on soit à Bassam, qu'on soit à Bingerville, etc., on vous donne des 2 pièces à 250 000 et parfois, c'est des pièces qui ont été construites dans le cadre même des logements sociaux. Allez dans certains quartiers. Ouais, voilà, donc c'est ce qu'on veut dire. Quand on a bénéficié, par exemple, des terrains villageois avec un apurement, l'État vous a aidé, etc. Je veux dire qu'à un moment, on peut se dire que dans ces zones-là, c'est du logement économique, c'est du logement social. Et ça se fait ailleurs. Quand on parle de HLM, on est très content, on s'en va à Paris ou ailleurs, on voit les HLM, mais c'est parce qu'ils ont imposé des tarifs et personne ne peut... une fois qu'il a bénéficié, soit en termes de retour d'impôt ou d'accompagnement pour la construction, personne ne peut, j'allais dire, passer outre les recommandations de l'État. Bon, et puis, il y a aussi le fait que quand tu es étudiant, tu bénéficies aussi d'une allocation qui te permet d'avoir un logement décent. Par exemple. Ok. J'espère qu'on Ça, va y arriver. Et même dans des pays développés, ils ont l'aide au logement, etc. Pour, voilà, donc à un moment, on peut en arriver là. Comprenez puisque lui, il parlait de bidonvillement. Par là, exemple, si quelqu'un, on parle d'un jeune étudiant, on n'a pas assez de logements. Prenons un exemple, soyons concrets. Un jeune étudiant qui habite en ce moment dans un bidonville quelque part derrière un ravin là. Il est étudiant, on l'a répertorié, on dit bon, lui, pour cet étudiant, l'État prévoit une subvention de 60 000 francs. Donc, si ses parents ont 30 000, donc il peut se louer quelque chose de 90 000 francs dans un quartier mieux. C'est ça qu'on veut dire, c'est un exemple. Donc, c'est possible d'avoir un système d'aide qui va pousser. Et du coup, ceux qui peuvent construire, puisqu'ils savent qu'ils vont avoir des étudiants qui peuvent louer des maisons à 100 000. Tout à fait.
Donc les gens vont construire parce qu'ils savent qu'il y a un système d'aide. Tout donc ça... voilà, donc il y a une vertu au niveau des... Non, mais tu sais, tout ça, on va terminer là-dessus. Tout ça, ça s'inscrit dans la, comme je l'ai dit, dans la décentralisation. Aujourd'hui, il y a des universités à San Pedro, il y a des universités dans d'autres villes. Oui, mais la capacité d'accueil même de ces, universités-là est assez petite. Donc, du coup, il faudrait que l'État puisse leur allouer en fait une allocation qui va leur permettre d'avoir des logements. Mais l'État ne peut pas tout faire, ma chère Isabelle. Oui, je ne dis pas non, mais au moins l'État peut faire un effort. On a tous des problèmes, hein. Même l'État a des problèmes. Donc l'État ne peut pas tout faire, mais il y a la gabegie financière. On doit tout parler là. L'État fait pas son rôle. Vous parlez non, par exemple, il ne lutte pas convenablement. Là, il y a les rapports de la Cour des comptes là, qui circulent. Quand par exemple, il y a des gens qui se partagent des bénéfices, machin, qui auraient pu servir à accompagner les plus pauvres, etc. Donc, à un moment, l'État, on lui met tout sur le dos, mais qu'il fasse son travail. Ce n'est pas une attaque directe, mais pour dire que quand on a l'administration en main, c'est pour penser aux plus pauvres, aux plus faibles, et c'est là le principe de la solidarité. D'accord. Ça s'entend, monsieur. D'une Côte d'Ivoire. J'aimerais bien vous retrouver dans 20 ans et vous trouverez des plus jeunes en train de vous évoquer ça chaque jour. Le vieux. Non, parce que ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. En fait, on va évoquer un autre point. Terminé, Isabelle. On va terminer. Je disais juste qu'il faudrait qu'on puisse arriver à ce stade-là, parce que dans les pays émergents, les pays les plus développés, ils ont mis ce système-là en place. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas y arriver. On va y arriver, mais étape par étape. Oui, mais étape par étape. Il faut déjà y penser et puis savoir comment est-ce qu'on y arrive. Mais c'est ce qui est là actuellement. Allez avec ça. On va poursuivre avec une autre information. Et bien, celle-là concerne Charles Blé Goudé, le président du COJEP, qui a décidé donc de porter plainte contre Monsieur Franklin Nyamsi. Daouda, dites-moi. Oui. Pourquoi? Parce que pour ceux qui se rappellent, Blé Goudé est passé sur notre plateau ici. Et c'est le premier plateau qu'il a fait où vraiment il s'est lâché. Après ça, je pense que M. Franklin Nyamsi a eu à déclarer que Blé Goudé s'est érigé en donneur de leçons de loyauté aux uns et aux autres. Et comme ça, il a sorti une information qui lui aurait été donnée par les Gors. Dans la vidéo que j'ai regardée, il dit comme ça que Charles Blé Goudé et Annie Tchélé, en 2000, ont soutenu feu le général Robert Guéhi contre Laurent Gbagbo en lui concoctant une belle chanson de campagne et autres. Donc, Blé Goudé, lui, dans sa communiqué, il estime qu'il a fait pratiquement des années de prison, il a été jugé, il a été acquitté. Il ne peut pas accepter qu'après cet enfer qu'il a vécu, qu'on vienne encore le salir dans la boue. Donc, il a instruit ses avocats français pour porter plainte contre Franklin Nyamsi et Arlette Zaté. Pour ceux qui se rappellent, Arlette Zaté, elle était en prison ici en Côte d'Ivoire quand elle avait fait un truc contre la dame, là, comment elle s'appelle? La femme de l'ex-président de Laurent Gbagbo, Nadi Bamba. Donc, c'est les deux personnes. Alors, Charles Blé Goudé porte plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique. Oui, moi, ce qui est intéressant dans l'affaire, bon, déjà, ça se passe, il a porté plainte en France, parce que pour une fois, on ne va pas accuser notre justice d'être inféodée et de devoir condamner ou de devoir absoudre quelqu'un, machin. Donc là, quand même, c'est en France, on va voir. Quand on dit des choses sur la place publique, là aussi, c'est ma deuxième analyse, à un certain moment, il faut assumer. C'est facile, on fait de la politique, mais ce n'est pas le dire tout et n'importe quoi, salir les uns et les autres, la réputation. On pense que c'est à ça que se résume la politique. Ce sont des propositions, ce sont des options qu'on prend, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais de là à vouloir salir l'autre, le traiter, je pense que dans l'une des accusations, c'est qu'il aurait dit que Blé Goudé est vendu au pouvoir Alassane Ouattara, et de l'autre, c'était donc, comme vous l'avez dit, donc, quand on fait des affirmations sur des personnalités publiques qui tiennent à leur honorabilité, ben, il faut avoir les preuves, il faut... sinon, ce n'est pas la peine, on ne fait pas la politique dans ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'assoit sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, ils posent leur caméra, du coup, j'ai reçu une information. Même quand tu reçois une information, il faut avoir la décence de recouper l'information, de vérifier l'information. Est-ce que ça a existé? Est-ce que j'ai des preuves? Mais il y a de moins en moins ce type d'infraction ici en Côte d'Ivoire, parce que depuis qu'on a commencé à sévir en fait avec la justice, il y a de moins en moins de fake news qui circulent, moi, etc. Sincèrement, je tire mon chapeau à la AK et à l'ANP, parce que depuis qu'ils ont sorti, ils ont fait cette réforme, et que même malgré le fait que la loi sur la cybercriminalité existait, les gens ne prenaient pas conscience. Mais avec plus de sensibilisation, de moins en moins, ça existe en Côte d'Ivoire. Mais généralement, les gens s'asseyent à l'extérieur du pays, en France, aux États-Unis, à Kuala Lumpur, où tu veux, et puis ils disent tout et n'importe quoi.
Après, je pense que comme André le disait, la plainte, ça n'a pas été porté ici, ça a été porté en France. On va voir la suite que va donner la justice française à cette plainte. Puis bon, on verra bien. On parle de justice autour en Côte d'Ivoire pour évoquer un autre point de justice, celui-là concernant M. Damanan Picasse, placé sous contrôle judiciaire. Après avoir été entendu le 24 février dernier, vous vous en souvenez, le secrétaire général du Parti des peuples africains, le PPACI, Damanan Picasse, a été à nouveau convoqué. Donc, il doit se rendre chez le juge, le même juge du 10e cabinet, vous vous en souvenez. La convocation est pour le lundi prochain. Cette information a été donnée par le porte-parole du parti, Monsieur Justin Catinan, au cours d'un point de presse qu'il animait. Le secrétaire général, hier jeudi, voilà. Alors. Oh non, mais sur ça aussi, moi, vous savez, en matière de justice, ce qu'on dit, c'est que parfois la justice elle-même peut ne pas, j'allais dire, être dite dans de bonnes conditions, mais parfois aussi il y a des formes de pression, il y a des formes de... Parce que là, c'est à ça que ça ressemble. Je veux dire, il est secrétaire général de votre parti. Il n'est pas convoqué dans le cadre de ses activités. Ça aussi, c'est une réalité. Il n'est pas convoqué dans le cadre de ses activités. C'est qu'à un moment, ce n'est pas parce qu'on occupe une fonction et qu'on aurait commis un acte qui n'a rien à voir avec la fonction que chaque fois qu'on est convoqué, ça devient une affaire politique. C'est qu'à un moment aussi, il faut qu'on apprenne, nous aussi, à laisser la justice travailler dans de bonnes conditions. M. André Bois, hier, sur ce même plateau, lorsque nous évoquions le cas de M. Sonko, on lui disait que chaque fois que M. Sonko posait un acte, on voyait cela comme un harcèlement de la part du pouvoir pour empêcher M. Sonko, par exemple, d'être président. Est-ce que ce n'est pas de la politique? Non, attention. Là, par exemple, attention. Dans le cas de Sonko, Ousmane Sonko, M. Ousmane Sonko, il a tenu des propos contre un ministre. Et là, c'est dans le même cas, par exemple, que celui de Blé Goudé, dont on vient de parler tout à l'heure. Blé Goudé a décidé de porter. Le ministre a porté plainte contre Ousmane Sonko. Et étant donné qu'il y a des partisans, etc., le pouvoir en place en fait un peu trop dans la façon d'adresser une question qui relève quand même d'une affaire entre deux personnes. Donc c'est ça aussi qu'on peut dire. C'est exactement ce que, finalement, vous me rejoignez. Ça dit que, soit c'est le pouvoir, c'est dans le cas du Sénat, mais ici, ce n'est pas le pouvoir, c'est le parti lui-même. Parce que là, Catinan qui en parle, il en parle en quelle qualité? En tant que secrétaire général du PPACI. C'est ça, il est avocat ou bien... C'est ce qu'on veut dire, c'est qu'à un moment, moi je peux avoir un problème avec mon voisin, mais ça peut avoir la FTV. Est-ce qu'il est important justement de dire, on peut estimer que le parti a un de ses membres, de ses militants, de ses membres, qui est convoqué par un juge, bon, ça fait partie de la vie du parti. Mais Bruno, ça ne fait pas partie de la vie du parti. Si moi aujourd'hui je commets une indélicatesse et qu'on vient me chercher à l'AFTV, est-ce que c'est l'AFTV qui a engagé? C'est moi qui suis engagé. Parce même si vous avez tabassé votre voisin, Daouda, et que vous êtes en prison, on aura le droit de dire aussi que tu peux me dire, Yago, tu peux avoir de la compassion. Notre collègue Daouda, aujourd'hui, voilà. Donc, mais quand tu regardes la première fois qu'il avait été convoqué, pratiquement une vingtaine, une trentaine de personnes ont été arrêtées. Parce que ce qu'André dit, il ne faut pas mélanger les affaires personnelles aux affaires politiques. Parce qu'en faisant ça, c'est faire de la politique politicienne. Et de l'instrumentalisation, de la manipulation. Non, mais est-ce que quand vous dites ça, on sait également que M. Damanan Picasse est assez virulent dans ses propos. Donc, vous nous présentez la situation comme étant une affaire qui n'a absolument rien à voir avec la politique, une affaire personnelle. Mais bon, est-ce qu'il n'est pas toujours difficile? Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont convoqué? Ils l'ont convoqué pour les attaques d'Anon-Kouakoute. On est journalistes, on sait ce que c'est. Pour des attaques d'Anon-Kouakoute. Donc, on dit, viens t'asseoir, on va te poser des questions sur le sujet. Ça a quoi à voir avec les activités politiques du PPACI? Mario Delors. S'ils ont l'impression... Je vais vous donner un élément de réponse qui peut ressembler à de la science-fiction. Vous aimez bien. Oui, j'aime bien. On peut imaginer que M. Damanan Picasse fait beaucoup de bruit, il parle, il dit des choses qui peuvent être en train de déranger un système. Et aujourd'hui, on peut utiliser donc ce levier-là, pour utiliser un terme très connu, pour pouvoir le faire taire. Très bien. Moi, je pense que ce scénario-là que vous dites, ça ressemble un tout petit peu à la réalité. C'est possible. Hein? C'est possible que Damanan Picasse soit l'objet, on ne va rien écarter, d'une sorte de cabale. De pression. Non, pas de cabale, de pression dans le cadre de ses activités politiques. C'est aussi un peu une cabale. D'accord. Mais... moi, je pense que ça, c'est ce que je dis. Quand je dénonce ça aujourd'hui, les gens ne vont jamais comprendre parce qu'ils font des liens et des raccourcis. Je dis cela pour tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Moi, je pense que les hommes politiques de Côte d'Ivoire ont tendance à mélanger tout. Donc, si c'est une éventualité, OK. Mais là, en l'occurrence, Damanan Picasse, il doit être le premier à dire
D'abord, je ne vais pas mêler mes activités politiques de cette affaire. Et je vais voir ce que ça va donner. Parce qu'à un moment, il faut qu'on laisse les juges, même s'ils ont reçu des instructions, travailler. Parce que sans quoi, la justice sera pareille sous Pierre et pareil sous Paul, parce qu'on aura les mêmes attitudes quand on est convoqué par la justice. À ce moment, il faut arrêter. La justice doit pouvoir travailler. Et les juges peuvent dire, ben non, M. Damana Picasse, nous, on a regardé le dossier, ben il est vide. C'est possible qu'ils le disent, pourquoi pas? Parce que c'est maintenant qu'on instruit l'affaire. Parce que s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, il faut bien comment les juges puissent sereinement lui dire écoutez, nous on voit rien, on n'a rien contre lui. Non, mais si les déjà ficelles doivent être tirées, ça ne va pas être contre Damana Picasse. Je veux dire, il y a plein d'acteurs politiques qui sont beaucoup plus avertis que Damana Picasse. Donc, je veux dire, franchement, moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà. Chacun son avis sur ce plateau. On va regarder, de toute façon, la convocation de M. Damana Picasse est pour lundi prochain, lundi 20. On va regarder donc les suites. En tout cas, j'espère bien qu'il n'y a pas encore une trentaine de personnes qui vont encore aller l'accompagner. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Ils sont déjà là-bas. Il ne faut pas venir augmenter le nombre. Il n'y a pas assez de place à la Maca. Voilà. Ça, c'est dit. Non, mais c'est dit aussi en prenant le conseil du propre président du PPACI. Il a dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Après, il y a eu le conseil à l'autre pour dire il faut savoir où tu mets les pieds. Donc, je pense que si vous n'êtes pas dans le cortège d'accompagnement, ça ne change absolument rien à la défense. Parce que là aussi, c'est la réalité. Il faut revenir au terrain judiciaire. Ça ne change absolument rien à la défense de Picasse, qu'il soit accompagné par 15 000 personnes ou par 2 personnes. Voilà, les juges vont l'interroger et puis en fait, voilà, c'est juste une façon de pouvoir faire une démonstration de force, montrer qu'il est soutenu. C'est pour ça que il y a eu cette mobilisation autour de lui. Mais oui, voilà. Il ne faut pas donner le bâton à son adversaire pour se faire taper. Voilà, c'est ça. Et puis juste une chose que je veux rajouter, juste une chose, ça paraît contradictoire. L'affaire là même me paraît un peu bizarre parce que d'un côté, il y a des gens qui sont condamnés pour 20 ans et bien d'autres qui ne sont plus jugés ou qui ne sont plus poursuivis et qui sont dans la... Et on ouvre une autre affaire concernant une attaque qui serait liée évidemment à la colère qu'on avait par rapport à 2010. Pour moi, même, à ce moment, la justice même n'est même pas cohérente. Voilà ce que je vais rajouter. Ça, c'est de la dichotomie en plein plateau. Oui, mais bien sûr. Je ne comprends pas. Ça, c'est du André Bois tout craché. On ne peut pas ouvrir ce chantier, mais tu vas me dire... Pourquoi on ouvre celui-là? Mais le juge est maître, il est maître, il décide de qui. Le même juge n'est même pas capable d'appliquer une condamnation prise quoi tu te fondes pour dire qu'il n'est pas capable, Mais tu me dis sur quoi je me fonde? Puisque Blé Goudé, il a 20, il a été qu'on a 20 ans. Laurent Gbagbo, il a été qu'on a 20 ans. Bien d'autres sont qu'on a 20 ans, se promènent. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais parce que le président a gracié Laurent Gbagbo. Non, mais ça, c'est un cas. Il a amnistié Simone Veil Gbagbo. Non, mais avant que ça n'arrive, c'est un cas. Je dis qu'avant qu'on en arrive là, la justice aurait pu lui mettre la main dessus. Mais nous sommes dans un état de droit, André. La justice fait son travail, le pouvoir législatif, exécutif fait aussi son travail. Les juges ont le devoir... L'exécution de la peine, ce n'est pas le pouvoir exécutif, c'est la justice. Mais n'empêche que les pouvoirs sont séparés. Nous remarquons mais ça, c'est formel. S'il vous plaît, merci beaucoup. On ne va pas passer toute la nuit à vous entendre. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. Pourquoi pas? On va même vous entendre pendant la pub. À tout de suite. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, le numéro 6 de la TNT. Vous regardez le grand talk. Élisée Bologbo nous a rejoint. Bonsoir Élisée. Comment allez-vous? Brice, je vais très bien. Tu viens d'où? Et vous-même, comment vous allez? Je vais très très bien, Élisée. En tout cas, on parle du plus. Quand je vous ai vu tout de suite, je me fait penser au président américain lorsqu'il monte dans son hélicoptère. Ben c'est ça, quand on laisse tomber le costume, souvent, il ne faut pas s'en éloigner, il faut donner un style aussi qui soit celui-là qui soit proche de ceux qui aiment être en costume très souvent. C'est très très bien. En tout cas, moi j'adore. Nous aussi, nous aussi. Ben si Isabelle adore, c'est que je sais que c'est OK. Mais par contre, c'est que c'est OK. Très bien, merci beaucoup. Brico, Daouda, tu veux que je te dise tout? Non, dites-moi, non, dites pas. J'ai envie de le dire quand même. La dernière fois, vous m'avez dit quelque chose. Non, je vais te dire quelque chose. Cette fois-ci, c'est très bien. Je suis allé là où le roi va à pied, mais la salle du trône... André Bois, il parle de quoi, Daouda? Oui, ça va plutôt bien. Bonne émission, belle énergie, ben voilà quoi, on y est. C'est vendredi. J'espère que vous passez des bons moments de télévision en nous regardant. Nous sommes très très heureux de vous servir ce programme. Et nous allons évoquer pour notre grande actu le point concernant l'interruption brusque d'une activité étudiante par, dit-on, la FESI. Que s'est-il passé mon cher Daouda, d'autant plus que nous avons parcouru les lignes d'un article qui évoquait donc cette interruption, l'interruption d'une manifestation qui se tenait donc au niveau de l'université. Effectivement, Félix dans l'article, il était titré que le campus, les journalistes étaient persona non grata au campus, tout et tout. Donc,
Ce que j'ai fait, j'ai appelé Makelele, que je salue au passage, qui n'est pas à Abidjan, qui est en Espagne en séminaire. Dites-nous qui est Makelele. Makelele, c'est le secrétaire national de la félicité, Alain Sinclair. Il fait partie de la secte aussi, lui. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Donc, du coup, il expliquait que ce qui se passe, c'est que l'association des communicateurs au campus, ils ont organisé une activité où M. JC, Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNDCI, Marie Longoran, qui est présentatrice, et André Sylvain Conan devaient animer un panel. Qui est journaliste. Les trois sont journalistes. Voilà. Donc, du coup, les étudiants de communicateurs sont allés voir la FESI pour leur demander de venir remplir la salle. Ce qu'ils ont fait. En allant dans le protocole, ils ont demandé au représentant du secrétaire général de la FESI de se mettre derrière et ils n'avaient pas droit à la parole. Ce que les étudiants de la FESI ont mal pris. Donc, ils disent, on sort de la salle. Les étudiants en communicateurs sont allés voir une autre section de la FESI pour venir encore remplir la salle. Donc, ceux qui étaient sortis sont revenus. Bon, c'est parce qu'il y a un micro que vous voulez parler. Ils ont débranché le micro, donc tout le monde est parti dans tous les sens. Voici ce que j'ai eu comme fait. Voilà. Comme information, en tout cas, de la part du secrétaire général de la FESI, qui regrette, hein, parce que je l'ai également eu au téléphone. Ça correspond au fait. Hein. Au fait, je l'ai également eu au téléphone, qui regrette un tout petit peu qu'en dépit de tous les efforts qui sont consentis, qu'on se retrouve encore à avoir des situations de violence, de poursuites ou des désordres, hein, tout simplement, sur le campus. Voilà. Moi, c'est vrai que la violence, on va toujours la condamner. Je pense que tous, on la condamne, même, tu viens de le dire, ceux de la FESI. Mais ce qui reste quand même latent, c'est le refus du débat à l'université. Ça, par contre, je trouve que ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on peut, la violence, on se dit, bon, même la société parfois est violente, mais que dans un temps comme l'université, les étudiants n'ont pas compris que quand on a un cadre de discussion, d'échange, de débat, un colloque ou un panel, c'est une excellente chose pour qu'on puisse passer nos idées. C'est ça qui est grave. Et là, ça me désole. Ça montre qu'au-delà de la violence, on a un problème même de construction intellectuelle qui n'est pas totalement aboutie. C'est ça qui est dommage. Parce que ne pas demander à des gens qui sont venus faire juste un débat de sortie d'une salle à l'université, mais il faut prendre le contexte en compte. Non, s'il te plaît, qui est le temple. Non, je veux dire que l'université doit être même, et les étudiants doivent être même ceux qui promeuvent la discussion, même dans le jardin, dans la cour. Ça doit être un temple de débat. Ça doit être là où l'on parle, parce que justement, c'est là où on doit se confronter les idées. Mais quand on... c'est à l'image à une frange de la jeunesse aujourd'hui. Le président a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse, mais moi ça me fait peur quand je vois ça. Cet incident intervient à quelques jours à peine de ce qui s'est passé entre la FESI et l'AMC. Donc à un moment donné, on se pose la question de savoir la FESI aujourd'hui, quel est son rôle, parce qu'elle ne fait que s'illustrer par de la violence. Alors vous avez dit entre la FESI et l'AMC, donc vous direz tous les autres mouvements. C'est la FESI, l'AMC, tous les mouvements. La GSI, exactement, oui, voilà. si vous voulez. Voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faudrait que la FESI arrive aussi à s'illustrer dans d'autres faits beaucoup plus honorables. Voilà, je pense que c'est aussi le cas. Depuis que moi je suis petite, en tout cas, la FESI a toujours joué un rôle en fait de violent. Non, alors, faut pas dire ça. Je pense quand même... Si. Non, faut pas dire ça. À côté de cela, il y a eu la participation de la FESI à de nombreuses... Bon, on ne va pas parler tous ensemble, s'il vous plaît. C'est votre point de vue. Daouda, s'il vous plaît. Bon, à un moment donné, on va échanger. Vous avez quelque chose à dire, Daouda? On vous écoute. Non, ce que je veux dire, je comprends. Peut-être qu'il y a encore une crise post-traumatique dont tu souffres, peut-être du fait de la FESI, mais la FESI de Soro Guillaume, la FESI de Blé Goudé, comment on appelle ça, STT, jusqu'à aujourd'hui, la FESI a véritablement changé d'année en année. Et je pense que... Si vous êtes véritablement changé, peut-être fait des efforts quand même pour changer. C'est ce que je dis, voilà. Quand on voit ce qu'on a vécu, voilà. ça lui rappelle, si vous l'avez dit, si vous évoquez une question de traumatisme, bah oui, ça lui rappelle ce qu'elle a vécu. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, mais tu n'es pas psy non plus. Mais, voilà. Mais ça, c'est ça, les prémices d'une crise post-traumatique. Je vous ai écouté sur la question. Moi, je pousse, ou du moins, je pousse un ouf de, pour ne pas dire un piaf de souris, parce que quand Daouda dit la FESI de Soro Guillaume, la FESI de Blé Goudé, la FESI de ceci, jusqu'à aujourd'hui, les choses ont changé. Mais toi-même, là, ça va te gêner. Parce que quand tu parles de Soro Guillaume, on est dans les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 22 ans, on est en train de citer la FESI encore dans des actes de violence. Mais ça devait nous choquer. Non, s'il vous plaît, on va laisser terminer. Voilà, ça devait nous choquer, c'est pas normal. C'est vrai que des efforts sont en train d'être faits, mais ce qu'on est en train de demander aujourd'hui, c'est de tourner radicalement dos à la violence. On n'est pas en train de demander de faire des efforts. On est en train de demander de prendre des décisions fermes, de tourner dos à la violence. Quand un syndicat qui est créé dans l'optique d'apporter du réconfort et du soutien
à ces éléments-là deviennent du coup ces victimes, il y a un problème. Aujourd'hui, qui sont ceux qui sont les victimes de la FESI? Mais c'est les étudiants eux-mêmes. Ce qui n'est pas normal. La FESI, c'est un syndicat au service des étudiants. Mais 22 ans après, 30 ans après, on est en train de parler encore de la FESI qui est violente. Mais il y a un problème. Il faut qu'on ait le courage quand même de le reconnaître et puis chercher à changer. Les efforts dont tu parles, personne ne les nie. Mais ce que je suis en train de te dire... Mais attendez, vous parlez pas, vous parlez voilà ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut qu'on tourne radicalement le dos à la violence. La dernière fois, il y a 3 jours de cela, je disais ça ici. Je dis, il faut qu'on comprenne nous tous que l'époque des goudins, des machettes, des joutes verbales violentes, encore ça même que je peux encore accepter, mais vraiment l'époque des goudins où on est là, on ne sait plus si on a affaire à un syndicat, ou si on a affaire à une milice, ou si on a affaire à vraiment un groupe dont on ne serait nommé, ça c'est révolu. C'est révolu, il faut qu'on change de cap. Un 360 degrés s'impose. Sincèrement, au niveau de la FESI, il faut qu'on le reconnaisse. Alors, André, pardon, Élisée Boligoué parle d'un 360 qui s'impose. C'est joliment dit comme ça. Mais vous avez des personnes, vous avez un groupe qui est homogène. Vous avez des personnes qui intègrent le groupe au fil des années. C'est ça. Donc, je veux dire, quelle décision, quel acte aujourd'hui vous pensez, si vous étiez secrétaire général de la FESI, vous auriez fait pour pouvoir acter ce 360? Je crois qu'il y a des séminaires. Le secrétaire général de la FESI essaie de rencontrer les personnes. C'est un groupe de personnes. Mais pourquoi, Brice, Oui. si il n'est pas plus prêt à présenter? Non, c'est parce que ceux qui étudient, comme on dit, la sociologie des organisations, vont vous faire toutes les études de la FESI. La FESI a une forme d'organisation militarisée, donc déjà ça pose problème. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de critique, c'est un fait. Vous savez, il n'y a pas que la FESI. À Boaké, allez-y, il y a un syndicat aussi qui est très important là-bas qui s'appelle le CESI. Les différents présidents ou secrétaires généraux de ces associations, on les salue d'un point de vue un peu militairement. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir le secrétaire général et passer sans lui faire un salut de respect. Pour vous dire simplement que tout part aussi de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un fonctionnement qui est un peu militarisé dans un système où c'est les idées qui doivent prévaloir, à un certain moment, ce sera difficile d'enlever, même si on fait des séminaires, c'est bien, bravo. Ils font des séminaires, ils se posent des questions sur ce que va être le syndicalisme étudiant sur de nombreuses années. Comment endiguer la violence? Parce que ça, j'ai déjà entendu les efforts. On continue de perpétuer à travers l'organisation. On est en train de débattre une situation qui se passe avec des organisations. On parle de violence. Moi, je n'appelle pas ça vraiment violence parce que... non, s'il vous plaît. Attendez, si je n'ai pas le droit de dire ce que je pense, il y a un problème. On vous laisse chuter. Il y a un problème. Non, mais c'est surtout... Isabelle, s'il vous plaît. On a surtout le droit de vous laisser terminer. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, ils ont débranché les micros. Certes, ce n'est pas bon, mais dire quand des journalistes, des confrères vont titrer que les journalistes sont persona non grata, ce qui n'est pas vrai, qui ressemble plus à du racolage pour pousser les gens à lire. Non, il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une organisation quand on sait que, comme tu l'as si bien dit, on doit endiguer la violence. Mais Alla Sinclair l'a dit, il y a la violence aujourd'hui, quand tu regardes comment la FESI fonctionne, et la FESI dit, franchement, il y a du chemin qui a été fait. Il ne faut pas jeter aux orties le fait qu'aujourd'hui, il y a des situations qui ont été sauvées en Côte d'Ivoire grâce à la FESI. Quand tu regardes les questions, le paiement le COGES, mais c'est la FESI qui s'est levée, qui s'est battue. Situation sauvée, c'est le mot qui me... Peut-être que c'était jeune, ils ont fait des choses. La FESI a gagné des combats. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des éléments incontrôlés. Même aujourd'hui, la FESI est à l'image de notre politique nationale. Je le dis en passant. Parce que les mêmes personnes, il y a toujours... Même hier encore, on parlait de personnes qui se sont levées pour aller chez Marie-Odette Lorugnon. Est-ce le RHDP qui les a envoyés? Non. Dans toutes les organisations, il y a des brebis galeuses, il y a des brebis égarées. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'organisation. Non, il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une organisation. Bon. Peut-être qu'il y a une section qui a fait quelque chose. D'accord, on condamne, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la FESI. Alors déjà, moi ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut nuancer quand vous dites qu'il n'y a pas eu de violence. Vous aimez la science-fiction. Imaginons que les invités, le président de l'UNJCI, Mme Marie Longoran, André Sylvain-Conan, lorsqu'ils étaient en train de sortir de cette salle, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, se casser, se fracasser les jambes. Ce n'est pas comme si on rentre dans un casino. Hein. Voilà, non, mais en même temps, il ne faut pas aussi... Ne minimisez pas les faits. La place publique, il ne faut pas extrapoler aussi les faits. Daouda, ce n'est pas le fait de parler plus fort qui fait que ce que vous dites là... Non, mais bon... Ensuite, tu parlais, je t'écoutais. Bien sûr. C'est que tu ne peux pas froisser la vérité. La vérité, c'est le sentiment que des gens, comme Brice était en train de le dire, qui se sont retrouvés dans une salle
et qui ont été obligés de prendre leurs jambes à leur cou. C'est ça, parce qu'ils ne s'étaient pas venus pour qu'on débranche les micros, ils étaient venus pour parler. À partir du moment où ils ne peuvent pas parler, ils étaient dans une situation d'inconfort, d'insécurité, et ils ont dû... Et si on était même venu leur dire, pour caricaturer, monsieur, madame, cette manifestation aura du mal à avoir lieu, on s'excuse, mais quand on débranche les micros, c'est violent. C'est violent. Oui, certes. Mais pourquoi ça arrive? Et on intime aux gens de Est-ce sortir. qu'on a posé la question de savoir pourquoi? Non, mais ici, mais moi, je pense avoir répondu, mais est-ce que Daouda il n'y a même pas de pourquoi. Voilà. Là, en l'occurrence, moi j'ai compris, évidemment, on l'a dit tous, la FESI. Mais même le secrétaire général de la FESI n'est pas d'accord avec ce qui s'est produit. Ici, il s'agit d'une conférence débat. Daouda, excuse-moi, il s'agit d'une conférence débat. Si tu arrives à trouver une bonne raison qu'on arrache les micros, il y a un problème. Mais non, je ne trouve pas de bonnes raisons. Vous avez demandé pourquoi, vous avez dit c'est surtout pourquoi. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants du problème. On a compris les tenants et les aboutissants du problème. Maintenant, je veux dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau de bain. La FESI a fait des choses. La FESI a fait beaucoup, comment on appelle ça, a avancé beaucoup. Tu es hors sujet. C'est pas une question de hors sujet, André. Moi, ce que je voulais dire, André. Maintenant qu'on a identifié les brebis galeuses, qu'est-ce que la FESI a fait à leur rencontre? Mais je pense que très bientôt, Comment? S'il te plaît, Isabelle, faites pas votre taouda. je pense que très bientôt, Alain Sinclair Makelele a dit qu'il rentrait, il allait tirer tout ça au clair, je pense que... Et d'ailleurs, au passage, il a même commis une délégation qui est partie s'excuser auprès de ces personnes. Ça défend ses accointances, Daouda, c'est bien, parce qu'on n'appelle pas le nom un peu caressant. Oui, voilà, Makelele, etc. C'est dommage, Daouda, d'avoir laissé son esprit critique juste parce qu'il a des amis. Et t'es partisan. Tu es partisan. Je veux finir, je les aime beaucoup. Partisan de quoi? Partisan, bah si. Je marque, s'il vous plaît. C'est surtout faux. On parle à des téléspectateurs, il ne faut pas parler ensemble. Moi, je les aime beaucoup aussi, mais là, ils ont déconné. Parce qu'on peut regarder le contexte, mais il s'agissait d'une conférence. Et aucune conférence n'allait pouvoir nuire à la FESI, ni à son image. Ils allaient pouvoir prendre le micro. C'est ça. C'est que là où on a la parole, ça doit être un moment pour que le syndicat même puisse venir s'exprimer face aux étudiants. Mais ce que tu ne prends pas en compte, c'est qu'ils se sont sentis, ils remplissent une salle. Vous leur demandez de remplir une salle, ils remplissent la salle et vous demandez à leurs représentants non d'aller derrière, il n'a pas droit à la parole. Mais non, à un moment donné, il faut au moins regarder le contexte. C'est de ça que je parlais. Qui va se dire c'est pour qui? Mais c'est pour eux. Non, c'est pour les étudiants. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pour qui alors? C'est qui va venir dire c'est pour qui? Ça veut dire que tu n'as jamais organisé d'activités au campus. Je ne comprends pas, Daouda se joue le plus royaliste que le roi. Alain Sinclair dont il parle et qu'il a eu au téléphone, Alain Sinclair, il délègue une délégation pour aller rencontrer les journalistes. Pourquoi? Parce que des gens comme vous, Élysée, ont extrapolé les faits, allaient titrer les journalistes personnels non grata au campus de Cocody. Donc, moi j'ai une question pour vous. Bah, vous nommez, c'est André Sylvain Conan. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais pourquoi vous dites qu'Élysée Bouloubeu a extrapolé les faits? Je ne sais pas. Non, de façon générale. J'ai dit comme des gens comme lui. Non, mais vous Mais c'est pas grave. Brice, ne t'en fais même pas, je peux poursuivre. En fait, tu n'as même pas donné la réponse à la question. Tu as fait tout sauf donner la réponse. Tu as divagué. Je t'explique maintenant pourquoi tu as divagué. Voilà. Parce que quand Alain Sinclair déplace une délégation pour aller rencontrer les responsables de l'UNJCI, c'est pour aller s'excuser. Mais on s'excuse pourquoi? Parce qu'on estime à un certain moment, même si ce n'est pas nous qui avons posé l'acte, mais en tant que responsable premier d'une organisation dont des éléments se sont portés acteurs d'une action violente, on estime, c'est ça, c'est un acte responsable qu'il a posé. Donc, c'est-à-dire qu'il reconnaît que sa corporation a déconné. Et toi, tu ne peux pas nous faire croire le contraire. Donc, il faut te calmer. Mais justement, pour te dire qu'aujourd'hui, cette FESI-là a changé. Si elle n'avait pas changé, comme dans ton premier propos que tu disais tout à l'heure, la FESI aujourd'hui a véritablement changé. Si elle n'avait pas changé, et c'est peut-être Renaud qui t'a dit que... Vous avez 5 secondes, mais on vous écoute depuis 5 secondes. Voilà. Je sais pas. La FESI a changé, mais ça a quoi à voir avec le fait que là, les gens ont déconné? Mais à un moment, il faut arrêter. Si dès l'ensemble de vos propos, vous dites la FESI est ceci, la FESI est cela. Daouda, pardon. À un moment donné, tout le monde ne va pas m'interpeller Daouda. Oui, mais c'est parce que vous parlez dans les propos, tout le monde vous interpelle Daouda. Voilà. On t'écoute religieusement, pas parce que tout ce que tu es en train de dire nous plaît, mon ami. Mais c'est parce qu'on veut justement que nos téléspectateurs soient en face de nous. Vous terminez, André, ensuite. Voilà, nos téléspectateurs qui nous suivent, pour qui on a beaucoup de respect, exigent pour leur qu'on puisse s'écouter et se parler. Et ça, c'est important. Je vais vous permettre, pour organiser le débat. Je vous comprends aussi, André, il n'y a pas de problème.
ce qu'on va faire, on va organiser un tout petit peu la prise de parole sur le plateau. Okay. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous aurez 45 secondes et tout le monde aura 45 secondes et on va clore le débat. Ok, merci beaucoup. Personne ne va vous interrompre, je vous en fais la promesse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. J'ai dit depuis plusieurs décennies, la FESI est toujours assimilée à des actes de violence, d'une manière ou d'une autre. Je ne nie pas que des efforts sont faits depuis quelques années. C'est une réalité. Mais ces efforts n'ont pas totalement indiqué la situation. Ça n'empêche qu'il y a 5 jours, il y a eu des affrontements à l'université d'Abobo à Djamé, Nangui à Brogoua, entre la FESI et l'AEMC. Il y a hier encore ces actes de violence dans lesquels, certainement, malheureusement, peut-être Daouda ne le sait pas, mais il y a eu des confrères qui ont été traumatisés, parce que j'ai échangé avec certains, vu l'acte de violence qui a été posé, qui ont été traumatisés, même des étudiants. Nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas qu'on est en train de faire le procès de la FESI. On est en train de justement dire à la FESI et à nos jeunes frères, pour eux-mêmes leur bien, et pour nous-mêmes notre bien, et pour la sérénité de la nation. Parce qu'en réalité, nous, quand nos petits frères, ou bien quand nous, nos petits frères partaient au campus, ils vont pour étudier, ils ne vont pas pour être traumatisés. Donc si nous qui sommes le syndicat, nous qui devons être les syndicats des étudiants, c'est-à-dire les protéger contre toute forme de violence, les protéger et protéger leurs droits, devons être présentés à leurs yeux ou bien devons être vus par ceux-là comme leurs bourreaux, il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est cette psychologie que les gens ont. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'antises que les parents laissent les enfants aller sur le campus, qu'ils entendent tout ce qu'on entend. Nous ici, moi je ne vais même pas loin, il y a quelques mois de cela, même pas, je ne parle pas d'années, où on a fait un reportage ici sur le campus, où on a eu à interviewer des personnes. Voilà André qui est ici. Il y a eu des représailles parce que les gens ont eu à intervenir par des gens de la FESI qui ont molesté des personnes là-bas parce qu'on a eu à interroger des personnes qui ont dénoncé certains actes. Non, c'est ce qu'on est en train de fustiger. Aujourd'hui, là, la nation, là, c'est nous les jeunes qui allons la diriger. Si aujourd'hui on ne donne pas de comportement responsable, mais ne soyons pas surpris que les personnes qui sont plus âgées, aujourd'hui ne veuillent pas nous faire confiance parce que nous, on ne prête pas le flanc pour qu'on nous fasse confiance. C'est ce qu'on est en train de dire. Très bien, Élise. Merci. On a noté votre point de vue. André ? Oui, moi, enfin, sur la FESI, je pense que j'ai fait un peu... justement, je veux dire, il serait peut-être bien qu'on élargisse un peu, parce qu'il n'y a pas que la FESI qui soit une... Non, c'est sûr, je dis sur la FESI, mais pourquoi je veux élargir? Je trouve que l'attitude de Daouda, quand il oppose chaque fois des arguments à ce que disent les uns et les autres ici, c'est l'attitude des partis politiques, et notamment de nous, ce qu'on subit, quand par exemple, un jour on critique Alassane Ouattara, on considère que demain, on n'a pas le droit de le féliciter. Mais bien sûr, aujourd'hui, je critique la FESI, mais ça ne veut pas dire que je dis que la FESI est noire comme le... Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. La FESI a posé un acte qui, quelque part, est un peu consubstantiel de cette organisation, parce que cette organisation n'a pas fini de se libérer de ses vieux démons. C'est une réalité. Ils travaillent pour faire autre chose, on est d'accord. Mais pour le moment, ça fait partie du gendarme que la FESI joue sur l'université. On peut arrêter des cours, comme il a dit, on peut interdire à des étudiants d'avoir accès à des logements, au bus, tout ça, ça subsiste encore. Et si on n'en parle pas, la FESI même n'aura pas l'honnêteté de se regarder en face. On ne va pas réagir comme Daouda en disant, parce qu'on critique la FESI en amphi, ça veut dire qu'on est contre tout ce que la FESI dit, ça n'a rien à voir. Un jour, on peut critiquer Alassane Ouattara ou Laurent Gbagbo, un autre jour, on peut être d'accord. Et c'est exactement ça. Là, aujourd'hui, ils ont déconné, ils ont fait n'importe quoi. Dieu merci, ils le reconnaissent. Daouda, je vous écoute. Merci beaucoup. Je pense qu'on dit tous la même chose, mais même si on le dit différemment, je pars du principe tout simplement que, je le disais dès l'entame, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est vrai qu'on critique la FESI. C'est vrai que son premier responsable reconnaît qu'il y a des gens qui se sont mal comportés. Et comme je l'ai dit, dans toutes les organisations, il y a des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses-là, les oreilles leur seront tirées. Et je pense qu'après tout cela, les choses vont entrer dans l'ordre. Une chose est certaine, la FESI d'hier n'est pas la FESI d'aujourd'hui. Je m'arrête là. Merci Daouda. Isabelle, on va terminer avec un peu d'élégance. Et de douceur, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de testostérone sur le plateau. Oui, je pense que les garçons ont mis leurs organes. Hein. Ils ont parlé surtout avec le cœur, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais moi, j'ai juste une chose à dire, c'est qu'il faudrait que la FESI puisse s'illustrer en fait différemment aujourd'hui, c'est-à-dire par des actes positifs, par des actes d'amour. On a décrété cette année de la jeunesse. Il faudrait qu'on puisse être fiers de la jeunesse qu'on représente tous à l'unisson. Voilà.
Très bien. En tout cas, on va juste retenir, hein, donc c'est un incident malheureux qui s'est produit donc sur le campus, et je vais être d'accord avec tout le plateau, l'ensemble du plateau, et même le secrétaire général de la FESI pour dire que c'est un incident qu'on aurait pu éviter, au regard même des efforts qui sont consentis donc par les responsables de la FESI et d'autres mouvements pour redorer l'image de ce mouvement-là dans la tête des Ivoiriens. Et quand ce genre d'acte se produit, eh bien, ça ne rend pas service tout simplement aux actions du secrétaire général actuel et de l'ensemble de la direction de la FESI. On aurait pu faire mieux, voilà, tout simplement. On va peut-être... Daouda, vous avez quelque chose à dire? Non, pas du tout. Oui, j'ai une petite chronique quand même. Ouais. Oui, j'ai une petite chronique. Daouda en fait l'écho. Aujourd'hui, je vais parler des VTC. Parce que depuis le début de la semaine, ma voiture était en panne, j'ai été obligé d'emprunter les VTC. Je ne vais pas dire des noms. Mais il se trouve que les chauffeurs de VTC, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive maintenant, mais il y a beaucoup qui sont devenus très malhonnêtes. Je vous explique ce qui se passe. Où les? Je dis les chauffeurs de VTC. Okay, voilà. En tout cas, pour ceux que j'ai pris, ils sont comme ça. En gros, le mec, quand tu commandes un VTC, il n'est pas encore arrivé à ton point, le point où il doit te prendre. Il va activer qu'il est déjà arrivé. C'est ça. Et pourtant, le temps qu'il arrive, il va faire 5 minutes. Et chez lui déjà, l'attente commence à compter. Et chaque 1 minute compte pour 100 francs. Au final, quand tu arrives à ta destination, si tu avais commandé un VTC pour 2000, tu te retrouves peut-être à 2300, 2400. Ça, premier fait malhonnête que je n'aime pas. Deuxième chose que certains chauffeurs, pour parler comme toi, certains chauffeurs de VTC font, vous êtes dans la circulation, lui, il décide, en dépit du GPS, de prendre une autre voie, sans avoir la décence, la courtoisie de te demander, monsieur, je souhaiterais passer ici. Et finalement, quand il prend le chemin, souvent, il arrive que tu as encore un surplus de 100 francs ou bien 200 francs. Ça, c'est le deuxième fait. Troisième fait que ces chauffeurs de VTC font, tu as une course de 1300, sois-en sûr, si tu as donné 1500, il n'y a pas monnaie. Ils n'ont jamais de monnaie à donner aux uns aux autres. Donc, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des compagnies qui gèrent tout ça pour qu'ils attirent l'attention de ces chauffeurs. Maintenant, pour nous autres qui sommes utilisateurs de ces VTC, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Parce qu'il arrive que des VTC, on les commande, ils arrivent sur le lieu, ils attendent 5 minutes, ça passe et finalement, on reste dans la maison et on décommande le chauffeur pendant qu'il a perdu peut-être 5 minutes et 10 minutes. Il est aujourd'hui de notre responsabilité que chacun prenne ses responsabilités dans cette situation, mais surtout les organisateurs de ces VTC-là, en fait. Oui. Justement, mais le prix, il est fixe, il varie, il peut varier. Mais moi, il varie. Mais ça, c'est ça que je n'ai pas compris, moi. Parce que quand je commande un VTC et qu'on me dit, écoutez, monsieur, vous avez... Pardon? D'ici à là-bas, ça va vous coûter 3 000 francs. Moi, quand je sors de chez moi, je ne peux pas 3 000 francs. Mais vous arrivez, on vous dit, ça fait 3 900. J'avoue que je n'ai pas compris. C'est ce qu'il dénonce. C'est ce qu'il dénonce, en fait. Du coup, il dénonce deux choses. C'est-à-dire que si on est d'accord que le prix varie, justement, le prix va varier en fonction des attitudes des uns et des autres. Donc, la première attitude, ça peut être le VTC. Il n'est pas encore arrivé, il dit qu'il y est déjà. Donc, ça lui permet de commencer à dire, à décompter. Et l'autre partie aussi, ça peut être lié à l'utilisateur qui, lui, il fait venir le VTC. C'est maintenant, il commence à se brosser là-haut. Donc, à un moment... il faut bien que quelqu'un paye le temps d'attente qui est une perte en fait, dans l'activité. Et donc, certains utilisent donc ce système de temps d'attente. C'est une ruse, en fait, pour récupérer de l'argent. En même temps, oui. Voilà. Et puis, vous parlez de ça, il y a même un autre phénomène. C'est l'élément du VTC qui communique avec ses amis qui l'appellent parce que c'est le haut-parleur en pleine circulation. Oui, moi, ça m'est arrivé parce que moi aussi, j'avais le même souci que Daouda. Et bien donc, le gars, il communique. Moi, je trouve que ça, c'est un manque d'éducation. Hein. Bah aussi. C'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de formation. Oui, de là à parler d'éducation, c'est plutôt un problème de conscience professionnelle ou de profession. Enfin, quand on est chauffeur, on conduit des gens, c'est pas pour avoir une discussion privée qui n'a rien à voir. Enfin, c'est ça. Moi, l'autre aspect aussi que je note sur les VTC, ça, j'ai eu à le constater à plusieurs reprises. Beaucoup, pour moi, beaucoup, ils sont arrivés par effraction. Pourquoi je le dis? Il suffit de les voir un peu comment ils conduisent sur la voie. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils ont des clients souvent à bord, mais tu vois, ils n'ont aucune notion de sens de priorité.
À un moment même, mon épouse, même pour chahuter, disait, mais tu ne vois pas comment tous leurs véhicules sont cabossés. Birkat, bien, mais on n'a même pas encore mis même la plaque même, mais déjà la voiture est cabossée. Parce que vraiment, il y a un vrai problème. Je ne sais pas si tout le monde se dit qu'il faut forcément être conducteur de VTC, c'est une porte d'entrée, mais il y a un problème à ce niveau. C'est comment on les recrute? Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, justement, Brice, c'était ça la question. Comment on les recrute, mais c'est à ce moment-là que la puissance publique doit maintenant, au ministère, c'est bien de participer au séminaire. Je vais finir, pardon. C'est bien de participer au séminaire à Bassam, faire des choses, à Yamoussoukro, mais non, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est comment on peut améliorer un système qui, au fond, est un bien pour la société. Maintenant, vous parlez des recrutements, je vais vous dire, c'est simple. Parce que tu aimes me chahuter, j'ai été aussi chauffeur de VTC. Très bien. Voilà. Finalement, Daoud aura tout fait dans sa vie. Franchement, oui, c'est de l'expérience. En gros, tu as ton véhicule, tu vas sur l'application, tu cherches leur application, tu n'as qu'à donner ton permis, la carte grise, l'assurance, et tu mets ta photo, et puis le tour est joué, tu payes ton... C'est préfinancé. Tu préfinances leur apport. Ils défactent chaque fois. Voilà, qui défactent, c'est tout. Donc, monsieur, tout le monde qui a une voiture peut décider aujourd'hui de devenir chauffeur de VTC. Mais comme Donc, avant, monsieur, tout le monde était chauffeur de taxi. Comment? Non, pas du tout. Comme avant, monsieur, tout le monde était chauffeur de taxi. Non. Voilà. Chauffeur de taxi dans le sens où il n'y avait pas une formation pour être chauffeur de taxi. Mais on ne pouvait pas être chauffeur de taxi parce que la voiture n'était pas adaptée. À part comme on dit, les voitures banalisées. Très bien. Elle pouvait être chauffeur de... Chauffeur de Baka. Voilà. Très bien. Donc, tu comprends pourquoi on subit tout ça aujourd'hui. On marque une pause et au cours de cette émission, je vous le dis, nous aurons l'occasion de recevoir M. Aziz Dabou, il est jeune leader politique burkinabé. Avec lui, on va évoquer la vie politique au Burkina, le climat social de façon générale. On parlera de la politique générale donc au Burkina Faso, notre pays frère, notre pays d'amour et de cœur. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Eh bien, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux, toujours plus nombreux à regarder ce rendez-vous. Ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés. Sur le plateau, nous avons André Bois, Daouda Koulibaly, Isabelle Vovor, et nous a rejoint avec beaucoup de plaisir. On la reçoit. Madame Aminata Ouattara, vous êtes déléguée représentante du Rotaract du district 901. Bonsoir, comment allez-vous? Avec vous, on va globalement évoquer la question de l'engouement des clubs-services donc au développement de la Côte d'Ivoire. Première question, là vous êtes du Rotaract. On entend souvent Rotary et vous êtes du Rotaract. Oui. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'âge. C'est l'âge. Oui, le Rotaract, c'est pour les jeunes d'au moins 18 ans. Très bien. 18 ans, donc entre 18 et 35 ans. On est dans le Rotaract et après on finit dans le Rotary, oui. Si on veut. Oui. Très très bien. C'est quoi un club-service? Comment on présente, comment on définit un club-service? Okay. Un club-service, c'est d'abord un club communautaire. Donc, c'est un groupement de personnes donc, qui s'unissent donc, pour œuvrer pour l'humanitaire. Très bien, pour l'humanitaire. Oui. Très très bien. Et en termes humanitaires, qu'est-ce que vous avez posé comme acte au niveau du district 901? Même si c'est le 901 de... Daouda, merci pour le commentaire. 901 ou 9101. 9101. 9101. Très bien. Quelle action? Plusieurs actions, je dirais. Des actions caritatives, donc en lien avec la communauté. Exactement. Donc, de façon très concrète, vous rendez visite, vous êtes dans les hôpitaux, vous soutenez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des dons. Des dons. Des dons en vivre, en non-vivre. On réhabilite des hôpitaux. Wow. On dote des villages de pompes hydrauliques. Génial, ça. Comment vous êtes financé? Comment nous sommes financés? Nous sommes financés d'abord par l'apport des membres de l'organisation, mais aussi on met en place des stratégies donc, qui nous permettent de récolter des fonds, de mobiliser à travers des galas caritatifs, des concerts caritatifs. Vous en parlez tout à l'heure. Le concert qui aura lieu à l'INGS demain. C'est samedi, le concert? Oui. Demain. Très bien. C'est un concert qui est payant? Oui. Parce que j'ai vu Yodé Siro, les patrons, Rosine Layo. Voilà. On fait un peu de pub au passage. Non, mais je veux dire, c'est quoi la différence? Enfin, ce sont les fonds qui vont aller pour les œuvres caritatives, mais il n'y a pas une... au niveau du tarif, enfin, c'est pas différent d'un concert habituel, on va dire. On peut dire que c'est les bénéfices du concert qui vont... C'est seulement les bénéfices du concert. Oui, justement. Mais on dira que le coût est forfaitaire, c'est 20 000. D'accord. 20 000 francs seulement. Donc, pour voir tous ces artistes-là qui sont en vogue actuellement. Mais également, il y a un partenariat donc en vue, donc à travers ce concert-là. Donc, c'est une opportunité aussi pour le Rotary, donc d'attirer des partenaires donc, qui vont financer l'action par derrière. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est que
dans le conscient collectif de beaucoup de personnes, hein, de certaines personnes, on entend Rotary, Rotaract, généralement, il y a certaines personnes qui pensent, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, c'est une secte. Il y a le Lions Club aussi. Oui. C'est des clubs services, c'est l'ensemble des clubs services. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, comment vous faites pour enlever cette idée de la tête des gens que ce n'est pas une secte? Il y a beaucoup qui pensent ça. Oui, beaucoup quand même. Oui. Elle le sait. Si elle hoche la tête, c'est qu'elle a déjà entendu. Non, mais après, c'est le nombre de personnes qui pensent ça. C'est à partir de là qu'on vient. Voilà. Mais vous avez déjà entendu. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous faites pour dégager cette idée? Quand vous apprêtiez à rentrer dans le Rotaract, vous avez certainement parlé à vos amis. Moi, je crois que je viens d'intégrer un club service. On a dû vous dire, Attention. justement, dans une affaire de secte. Oui, effectivement. Donc, nous sommes sujets à toutes ces divergences, je dirais, d'opinion, de préjugés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On invite ces personnes à nous rejoindre, donc à participer à nos activités. Donc, c'est une occasion pour leur montrer que c'est loin d'être donc des sectes. Au-delà, vous parlez tout à l'heure des dons. Hein. Mais au-delà des dons, vous vous rencontrez, vous réunissez régulièrement, je pense une fois par semaine ou par mois. Vous voyez la périodicité. Mais qu'est-ce que vous dites en général, ces rencontres? Qu'est-ce que vous faites? Très bien. Okay, au coup de ces rencontres. Au cours de ces rencontres. Est-ce qu'il y a des formations, il y a des... Oui, il y a plusieurs formations. Donc nous avons des formations en termes de renforcement des capacités professionnelles. Nous organisons des séminaires donc professionnels au cours desquels nous invitons des personnes qui ne sont pas forcément du Rotary. Donc qui viennent partager leur expérience. Moi j'avoue, je reconnais que j'ai participé à des activités. Moi aussi, avec l'IG. Mais on avait ça avec le club Atlantis. Oui. Voilà. Quelle est la différence entre le Lions Club ou encore la Jeune Chambre internationale et le Rotary? Ce sont tous des clubs services. Bon, le Rotary, c'est le premier club service au monde, donc depuis 1905. Très bien. Voilà, et comment on y adhère? Ça se fait sur cooptation. Donc la cooptation commence d'abord sur présentation du CV du candidat. Donc vous êtes invité par une personne qui est membre de l'organisation, qui vous invite à participer à nos réunions. Il a dit tout à l'heure, on se réunit donc concernant les clubs Rotary au moins 2 fois dans le mois. Donc on se réunit au cours de réunions statutaires. Ce sont aussi des occasions pour nous de renforcer nos aptitudes au leadership, comment apprendre à diriger des réunions. Et puis c'est un bon, il y a du réseautage. Mais ça fonctionne un peu comme les fraternités dans les universités américaines. C'est un peu ça. Pourquoi vous faites un rapport avec ça, Daouda? Non, mais c'est une question. Mais non, mais expliquez, c'est surtout non, parce que dans les fraternités américaines, vous ne faites pas des questions à l'anaconda. Voilà. Balle perdue, c'est anaconda maintenant. En gros, dans les fratries américaines, on vient par cooptation, tu es coopté par quelqu'un qui vient, tu rentres, après on se met ensemble. Il y a des familles qui se créent dedans. Donc je demande si ça fonctionne de la même manière. Est-ce que la base vient de là-bas? C'est ce que je veux comprendre en fait. En fait, en général, est-ce que le recrutement est ouvert? Je veux dire, à un moment, vous lancez une campagne de recrutement où tant que personne n'envoie de nouveaux membres, on n'a pas de nouveaux membres. Le recrutement est ouvert, mais c'est sélectif parce que celui qui vous propose est garant de vous, donc de votre moralité sur tout ça et de toutes ces informations que vous fournissez avant d'intégrer. Puisqu'on en parle, hein, est-ce qu'il y a une forme d'engouement vers ces clubs services? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont intéressés ou justement à cause des préjugés ou qu'ils ont autre chose à faire, ça ne les intéresse pas beaucoup de se retrouver pour aller parler de développement, pour aller faire des dons? Il y a d'autres choses à faire. Est-ce que vous sentez qu'il y a une crise de vocation ou bien les Ivoiriens sont plutôt, comme il dit, il y a de l'engouement? Il y a de l'engouement. Ça se sent à travers nos actions. Par exemple, il y a combien de membres déjà en Côte d'Ivoire. Pour votre club service. Vous êtes du Rotaract 9101. 9101. Je suis la représentante donc, de la Côte d'Ivoire au sein du district 9101 qui rassemble 10 pays. Ok. Voilà, donc au sein du district, nous avons plus de 1000 rotaractiens. Donc la Côte d'Ivoire, environ 500. Donc la plus grande part. Très bien. Mais aujourd'hui, je pense que cette année a été décrétée année de la jeunesse. Qu'est-ce que les rotaraciens jeunes que vous êtes, quelles sont vos attentes? Parce que le ministre de la Jeunesse a écouté les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes rotaraciens attendent aujourd'hui du gouvernement? Je me fais un peu le complément des questions ce soir. Est-ce qu'au fond, ils vous ont écouté aussi, ils vous ont sollicité pour avoir votre avis? Justement, nous avons été sollicités. Donc, à travers les journées de consultation
donc entre le gouvernement et la jeunesse. Donc le Rotaract, donc, qui est une organisation de jeunesse donc inscrite au Conseil national des jeunes, a été entendu. Donc on a été représenté lors de ces séances de consultation. Nous avons donné notre avis donc, sur l'année de la jeunesse et qu'est-ce que nous attendons du gouvernement. Faut dire qu'au niveau du Rotaract, nous on pense plutôt que c'est une opportunité, c'est une réponse à beaucoup de dynamisme qu'on a mis plusieurs années durant donc, au sein de notre organisation. Donc, nous accueillons l'année de la jeunesse avec, à bras ouverts, pardon, je dirais. Et, Terminé. Ok. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour nous donc, de mettre en avant ces jeunes-là que nous formons parce que c'est une école de la vie. Oui. Le Rotaract, c'est une école où on se forge. C'est une école où on a l'opportunité de renforcer ses aptitudes au leadership. Est-ce que ce n'est pas cette affaire de CV, de tout ça, de cooptation, qui fait que beaucoup ont le sentiment que c'est un peu un club, quelque chose d'un peu sectaire, pas dans le sens religieux du terme, mais sectaire même d'un point de vue social. Ça. Déjà, on ne peut pas participer aux actions. Oui, parce que si on a, lui, les mécaniciens, non, ça va, on ne voit pas de choses. Il faut être DRH, il faut être un jeune qui a un certain niveau intellectuel. Est-ce qu'il n'y a pas ce... En même temps, c'est des critères, hein, chacun ses critères. Si j'ai l'association des Apouchou de mon quartier, si on écrit des bois Apouchou, j'ai le droit de dire. Il a raison en plus. Il faut que ce soit conforme aussi à leur mission et tout ça, donc je pense que c'est... Oui, je dirais plutôt que, certes, le Rotaract est élitiste, mais en même temps, le Rotary prône la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc, c'est une des valeurs que le Rotary prône depuis plusieurs années. Donc, ça ne nous dérange pas du tout d'avoir dans nos rangs donc, des personnes qui ne sont pas forcément des DRH. Parce que, justement, c'est de ne pas faire la distinction entre les personnes. Le Rotary, c'est surtout avoir des garants d'un certain nombre de valeurs, bonne probité morale. d'un certain nombre de choses. Oui. C'est plus... Non, mais ça quoi avec le CV? Donc, vous dire, si même s'il n'a pas de CV, même le miniger. Tout le monde peut faire un CV, mais le CV est un critère d'élimination. Donc, forcément, ce que je te fais comprendre. Alors que si non, je pense que c'est plutôt un critère de vérification ou d'identification. Ça dépend de l'œil. Enfin, moi, le journaliste, je vois le verre à moitié. Ça dépend de là où tu regardes. Mais non, oui, justement, parce qu'on aurait pu dire, quand vous venez, il faut nous donner la preuve que depuis autant d'années, vous êtes toujours engagé pour la communauté. Tu vois, je veux dire, si le CV est quelque chose de plus social, non, quand j'étais au quartier, c'est moi qui accompagnais les enfants faire le mini-variétoscope, c'est moi... Tu vois ce que je veux dire? Donc, si l'engagement social ou auprès de la communauté est déterminé, mais là, on dit c'est le CV, il faut voir est-ce qu'il allait à l'école, est-ce qu'il a... Enfin, mais ça va plus loin que ça. Moi, je pense que si c'est sur base du CV, c'est pour voir aussi si la personne peut financièrement contribuer aux différentes activités aussi. Ben là, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain niveau social. Je ne vous conseille pas d'accepter ce qu'il vient de dire. Parce que là, c'est pire, je suis d'accord. Non, mais en plus, je pense que ce que Mme Ouattara nous dit, c'est que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous propose, donc qui vient vanter certainement les raisons pour lesquelles je souhaite. C'est vrai qu'il y a le CV, on va dire le CV comme base officielle de données, mais après, on peut avoir des propositions, d'avoir des profils intéressants. Je pense plus qu'on est plus sur le profil que sur il faut avoir fait Bac plus 9 et ainsi de suite. Donc, bon, on a fait la bataille nous seuls ici. Non, nous seuls sans vous. Mais, ouais, allez-y, vous réagissez là-dessus. En fait, je suis parfaitement d'accord avec lui. Le CV, ça peut attester que quelqu'un il est allé à l'école, mais est-ce que, donc de façon pratique, cette personne-là peut valablement donc s'exprimer, valablement contribuer. Et puis il faut d'adhésion, il faut adhérer donc aux valeurs, à ce que le prend. Voilà. Adhérer aux valeurs, je suis d'accord avec ça parce que c'est la première des choses. Est-ce que je suis pour ce que le Rotary prône? Donc avant toute chose. C'est ça. Parce qu'on peut avoir vraiment un CV, vraiment. On peut avoir beaucoup d'argent. Ne pas être intéressé par les actions. Être un peu à Tchébé, ne pas avoir envie de partager. De façon globale, c'est un peu sectaire. On peut dire ça comme ça? Non, mais sectaire, non. La secte, d'un point de vue religieux, c'est autre chose. Oui, c'est un peu péjoratif. Là, comme c'est restreint. On va dire.
Je dis plus c'est restreint. Non, moi, on va moi, dire... j'ai une question. J'aimerais juste savoir, parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir 15 secondes, Isabelle. quelle est la différence entre le Rotaract et d'autres clubs de service. Vous m'avez dit que c'est parce que c'est la première, en tout, c'est le premier club service qui existe. Mais du coup, est-ce que vous collaborez avec ces autres clubs de service ou alors vous êtes en mode concurrence? Non. Le Rotaract, c'est le service donc à l'humanité. Ce sont des actions sociales. Pour les autres clubs services, je ne saurais donc m'engager sur le terrain parce que je ne les maîtrise pas vraiment, mais je maîtrise le Rotaract. Je sais que le Rotaract, c'est la formation. Ce sont des actions sociales. C'est le renforcement des capacités professionnelles, personnelles donc des membres. Voilà. J'ai juste dit que le... Oui, allez-y, terminez. Voilà, donc j'ai juste dit que le Rotary était la première organisation, donc le premier club service au monde. Merci voilà, beaucoup. Laminator Rotary, merci le délégué représentant du Rotary, district 9101. Oui. Je prononce bien cette fois. Et vous serez en activité samedi au niveau de l'INJS pour un grand concert. Demain. Oui. Pour un grand concert. On va en JT et on se retrouve juste derrière tout de suite. Donc de retour sur le plateau du Grand Talk avec Élisée Boloubeu, Isabelle Vauvor, André Bois, il nous a rejoint. Et sur le plateau du Grand Talk, M. Aziz Dabo, jeune leader politique, vous êtes directeur exécutif du think tank Prospective. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Très très bien. La première question qu'on vous posait, vous rentrez, vous avez des nouvelles fraîches, j'ai envie de dire, du Burkina Faso. Comment ça va au pays des hommes intègres? On peut dire que ça va, on peut dire que ça ne va pas parce que le Burkina Faso traverse des moments très très difficiles de son histoire. Le 5 mars dernier, au Qatar, à Doha, la ministre des Affaires étrangères expliquait la situation sécuritaire difficile du Burkina. On a près de 1 850 000 déplacés internes. Qui dit déplacés internes, ce sont des personnes qui ont fui les attaques terroristes. On a près de 6 250 établissements scolaires qui sont fermés. On a près de 200 centres de santé qui sont aujourd'hui fermés. On tire plus ou moins vers une insécurité alimentaire. Donc, je vous laisse imaginer, je vous dépeins rapidement cette situation qui est quand même assez difficile pour le Burkina Faso aujourd'hui. On a près de 120 localités qui sont sous blocus djihadiste. Absolument. Il faut reconnaître qu'il y a des localités aujourd'hui quand même qui sont sous blocus terroriste. Quand on dit blocus, c'est quoi? Ce sont des localités où vraiment déjà il n'y a plus l'administration d'État. On ne peut plus avoir accès à ces localités parce que ce sont des zones qui ont été... il y a des mines antipersonnelles qui ont été positionnées. Donc c'est vraiment difficile d'accès et on est obligé de procéder par des ponts aériens. Et par rapport à cela, il faut quand même remercier le Programme alimentaire mondial qui fait beaucoup d'efforts en collaboration avec les autorités sur place pour permettre aux populations de pouvoir avoir de quoi vivre en réalité. Alors, Blaise Compaoré est parti, il y a eu Christian Caboret, qu'on a fait partir parce qu'on estimait qu'il n'apportait pas de réponse efficace à ce que le Burkina a connu. Et puis, il y a eu une succession de militaires, il y a eu le Damiba, ensuite le capitaine Traoré. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont dans le sens de l'amélioration ou elles sont en train de se dégrader? Le Burkina Faso est un pays quand même assez stable qui a été gouverné par le président Compaoré pendant 27 ans. On peut lui reprocher un certain nombre de choses qui n'ont peut-être pas marché parce que j'estime qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais bien sûr, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on voudrait retrouver ce lustre d'antan, ce lustre de... Ce qu'on n'a pas compris, c'est justement la situation de coup d'État qui était censée être des solutions. Parce que celui qui venait reprocher à l'autre de ne pas faire des choses pour faire avancer la situation, mais le constat est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je complète un peu les questions. Ce que Brice dit, et je voulais rajouter une petite chose, c'est comment le Burkina, qui a fait partie d'un pouvoir qui était considéré comme dictateur, peut accepter que des militaires viennent au pouvoir et tout se passe bien. C'est-à-dire comment aujourd'hui, enfin c'est pas vous, mais enfin comment vous sentez qu'on accepte comme ça que des militaires prennent le pouvoir alors qu'ils n'ont pas été élus, alors que hier on contestait l'hégémonie de quelqu'un comme Blaise Compaoré. Comment c'est possible aujourd'hui? Ça peut peut-être s'expliquer du fait que on a plongé rapidement dans une situation quand même d'insécurité. Les attentes des populations étaient très grandes. Il y a le désespoir parce que les premières attaques terroristes remontent à 2015 et on se rappelle que c'est l'attaque d'Inata
qui a quand même un peu enfoncé le pouvoir démocratiquement élu du président Roch Kaboré, où vraiment les uns et les autres se sont dit, tiens, la situation, ça ne va vraiment pas. Au point où, quand il y a eu le coup d'État du lieutenant-colonel Damiba, il n'y a pas eu de contradiction. On était même très surpris parce que vous imaginez un pouvoir qui vient d'être élu démocratiquement à la majorité, avec beaucoup de militants, beaucoup de supporters. Un coup d'État, bim, personne ne sort manifester pour soutenir le pouvoir en place. Les gens se sont demandé qu'est-ce qui ne va pas. Mais quelque part, il y a même des militants du parti au pouvoir qui étaient de ceux-là qui ont dit on reconnaît que la situation sécuritaire, elle est très difficile. S'ils estiment qu'ils peuvent apporter un changement et qu'ils peuvent rétablir la situation à la normale, nous sommes d'accord, nous reconnaissons quelque part que nous avons failli. On accepte un temps soit peu qu'ils remettent les choses en ordre et qu'après on refasse de la politique. Surtout qu'on imaginait, surtout qu'on a souhaité qu'à ces attaques terroristes, la réponse devait être militaire. Absolument, absolument. Oui, mais aujourd'hui, avec les 2 coups d'État successifs qu'il y a eu, est-ce que vous pensez qu'ils apportent réellement une solution à la problématique? Au vu des bilans que nous avons, on pense que la situation va décrescendo. Ça ne va pas forcément parce que en termes de localités qui sont attaquées, il y en a beaucoup plus. En termes de bilan, parce qu'avant, c'était les brigades de gendarmerie, les commissariats de police. Maintenant, ils attaquent les civils. On a des bilans un peu plus... c'est quand même assez compliqué. Que pensez-vous de ceux qui pensent que c'est le président Blaise Compaoré qui tirait les ficelles sur ces attaques terroristes? On peut dire que pendant longtemps, lors des premières attaques terroristes en 2015, après 2016-2017, ça a été bien sûr la possibilité de trouver des boucs émissaires à une certaine situation. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, si vous tenez ce discours à Ouagadougou, je suis sûr que vous allez trouver beaucoup d'ennemis parce que, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Oui, parce que cette situation-là, on la connaît au Burkina, on la connaît au Mali, on la connaît dans d'autres pays. Il serait bien fort, le président Blaise Compaoré, en tout cas l'ancien président, de faire tout ça. Ce que je veux dire, Élysée évoquait sur ce plateau-là ici, qu'aujourd'hui, cette fameuse réponse efficace qu'on attend, qui ne vient pas à servir de prétexte à beaucoup de coups d'État, donc je disais au Burkina et même au Mali, est-ce qu'on n'est pas en train de... Le peuple n'a pas un peu le sentiment, ou j'ai même le sentiment que ce peuple-là se pose la question sur sa forme de naïveté? Bon, je ne dirais pas une forme de naïveté, mais je peux dire que, vous voyez, lorsqu'on est dans une situation de désespoir, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont plus de village au Burkina Faso. Vous voyez des localités aujourd'hui où les déplacés internes sont beaucoup plus nombreux que les habitants dans ces localités. On se retrouve du jour au lendemain à tout perdre. Et pas qu'on s'est exilé dans son propre pays. Donc ça peut amener les uns et les autres à vraiment développer des aptitudes, des réflexes qui ne sont pas forcément ceux qui sont recommandés. Moi, je suis bénévole auprès des militaires blessés au camp militaire. Mais je vous garantis que quand vous êtes avec eux, quand vous vivez certains moments avec eux, parce que nous organisons parfois des activités avec eux, des barbecues, des choses comme ça, mais ça vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là qui ont peut-être perdu l'usage de soit 2 pieds ou bien certains n'hésitent pas à vous montrer certaines plaies, vous posez des questions, vous vous dites, mais ils se sont engagés pour leur patrie, ils se sont engagés pour leur pays. Et lorsqu'on plonge dans le désespoir ainsi, beaucoup de choses peuvent vous passer à travers l'esprit. Vous voyez ces veuves, ces orphelins, il y a même ce choc psychologique, il y en a même qui vont sur le théâtre des opérations, qui reviennent et l'équilibre même rencontre des difficultés. Donc, moi, je comprends parfaitement ces situations parce que c'est un phénomène quand même qui est nouveau, que nous vivons, qui est assez difficile, où du jour au lendemain, on en est arrivé même à trouver qu'il y a certains Burkinabés même qui sont complices, qui s'organisent même pour peut-être faire attaquer certaines localités. Moi, je suis sûr ça, qu'on vous relance là-dessus. Okay. Moi, c'est indéniable, c'est indéniable qu'effectivement, la situation au Burkina est vraiment difficile, ça tout le monde le sait. Moi, je me dis, est-ce qu'il est arrivé un moment où la classe politique burkinabé, ou même vous-même en tant qu'analyste, en tant que think tank, vous êtes assis pour porter la réflexion
C'est ce qui avait fait le succès ou la stabilité du Burkina durant 27 ans de présidence de Blaise Compaoré. Pourquoi aujourd'hui on en arrive là? Parce que la première attaque terroriste survient juste quelques mois après le départ de Blaise Compaoré du pouvoir. C'est vrai. Et depuis lors, on est allé d'attaque terroriste en attaque terroriste. Donc durant 27 ans, qu'est-ce qui avait fait cette stabilité-là? Je me dis que peut-être qu'en réfléchissant vers ça, on peut trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous répondre là? C'est vrai que malheureusement, et quand vous prenez le départ du président Blaise Compaoré, après l'avènement de ceux qui étaient ses fidèles lieutenants au pouvoir, ce qui est arrivé, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir ont beaucoup plus pris le soin de dénigrer ceux avec qui ils étaient. C'était de déconstruire peut-être ce qui avait été mis en place. Donc, ça fait que... Il y a eu un alignement total voilà, en fait, de ce qui était passé. absolument. Il y a eu une vague d'exilés, des personnes qui se sont retrouvées en prison. Donc, un système désarticulé ou peut-être, ça peut être de la crainte ou ça peut être une situation où c'est bien de jeter l'anathème sur les autres pour beaucoup plus se mettre en avant. Donc, il n'y a vraiment pas eu ce diagnostic-là parce que je suis de ceux-là qui estiment qu'aujourd'hui, toutes ces compétences-là peuvent être mises à contribution pour trouver des solutions. Parce que pour avoir dirigé le pays quand même pendant 27 ans, je me dis, pour avoir été à des... 3 décennies, hein, c'est pas négligeable. Oui, 3 décennies, à des postes de responsabilité, pas des moindres, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs, on peut toujours apporter une certaine contribution, mais je vous garantis que les gens ont éventuellement évité de se rapprocher de ces personnes-là qui ont parfois même certaines compétences et, mais on a vu qui peuvent éventuellement du lieutenant-colonel Dabiba, il a fait revenir le président Blaise Compaoré au Burkina Faso, avec d'autres anciens présidents pour pouvoir les consulter. Mais bon, après, hein, ce qu'on dit, on a bien entendu votre réponse, mais moi j'ai une autre lecture. C'est peut-être pendant qu'on était en train de se faire la guerre, on a commencé à relâcher notre sécurité et les djihadistes en ont profité pour pouvoir aussi avancer. Beaucoup d'analystes le pensent. Beaucoup d'analystes trouvent que pendant longtemps, au lieu de se concentrer, parce que ce qui s'est passé dans certains pays, dès les premières attaques, dès les premières poches de radicalisation, les uns et les autres se sont concentrés là-dessus et ont agi très rapidement. Par contre, chez nous, on a perdu du temps à s'auto-accuser, à trouver que tiens, il y en a même qui n'hésitaient pas à dire ah voilà encore le président Blaise Compaoré, ce sont ses proches ou bien c'est la volonté de restaurer un ordre ancien. C'était vraiment ancré au point où toute l'opinion, on peut dire une grande partie de l'opinion avait accepté cette situation. Malheureusement, ça ne nous a pas permis de faire une analyse, un diagnostic pointu pour trouver rapidement des solutions et gérer. Il y a des localités dans lesquelles où ce n'est pas forcément du terrorisme. Ça peut être des difficultés entre certaines familles. Ça peut être, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est ça le fond de ma question. Est-ce que finalement, je vois, le pays est comme ça resté là à observer ce programme avec tous ces supplétifs qui ont été recrutés pour venir et ça ne va pas encore participer, selon vous, ou pas, hein, à la fracture du pays? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les Peuls sont en situation très difficile. On les accuse d'être parfois en connivence avec les djihadistes. Votre avis sur cette affaire de recruter des supplétifs pour, on en a discuté ici, pour accompagner l'armée et la libération totale du pays? Ce recrutement massif de VDP s'inscrit dans une démarche, on peut dire nationale, dans une démarche endogène, parce que ce qui a été constaté, c'est qu'il y a certains villages où ils venaient parfois avec 4-5 mobylettes, ils sont peut-être 5-6, tac, en quelque temps, ils arrivent à débarquer tout le village. Donc, les populations elles-mêmes ont voulu s'inviter dans un système de sécurisation endogène de leur localité. Vous imaginez 4-5 personnes qui viennent débarquer un village de 5 000, 6 000 personnes, tout le monde ramasse bagages et s'en va parce que bon, les uns et les autres n'étaient pas forcément armés. Mais aujourd'hui, il y a des villages qui résistent de par ces volontaires pour la défense et de la patrie qui parfois très jeunes... Si vous dites ça, ça ouvre aussi le champ à des exactions. On le voit avec des gens qu'on va maltraiter parce qu'on les soupçonne de ne pas d'être traîtres à la patrie, alors que c'est des personnes qui ont été
sous le joug des djihadistes, etc. Donc, c'est possible, c'est possible. Mais de deux mots dans une situation, il faut choisir le moins de mal. Soit vous perdez entièrement votre village, soit on perd tous les territoires qui sont au Burkina Faso en se disant que tiens, on voudrait être extraordinairement prudent. Mais ce qui a été préconisé, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est qu'il y a un mixage, il y a les forces de défense et de sécurité qui encadrent ces VDP, qui reçoivent une formation rapide et dans les villages, très souvent, on a une idée de quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les mauvaises personnes et c'est ce qui est organisé de telle sorte et c'est ça qui fait craindre justement de temps en temps. Les armes sont confiées à des personnes quand même de bonne moralité. Moi, je suis de ceux qui souhaitent que vraiment il y ait une certaine rigueur par rapport au choix et par rapport à l'encadrement de ces personnes parce que ce qu'on appelle le système de DDR, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, il faut rapidement y penser parce qu'après la guerre, ce sont des choses effectivement qui peuvent créer d'autres conflits, d'autres tensions et dont les conséquences peuvent ne pas être moindres. Vous parliez tout à l'heure, pardon Isabelle, vous parliez tout à l'heure du fait que vous êtes au contact de ces vaillants soldats burkinabés qui sont sur le théâtre des opérations, souvent qui rentrent. Parce que le vrai problème également, ce n'était pas forcément le nombre, c'était également comment ces forces-là étaient armées pour faire face à des personnes qui, chaque jour, rivalisent de créativité, d'ingéniosité pour pouvoir s'en prendre. À un moment, on a parlé de quels moyens disposaient nos forces pour pouvoir... Ce n'est pas le courage qui leur manque. Mais si vous avez une calache qui date de l'ère à côté de quelqu'un qui a un drone ou autre chose, c'est difficile. Donc, c'est bien de recruter des gens, mais est-ce que c'est volontaire qu'on recrute? On leur donne les moyens pour pouvoir faire face? Je pense que tout est mis progressivement en œuvre pour les équiper, pour les accompagner. Et je crois aussi qu'il y a une solidarité nationale qui est en train de s'inscrire de telle sorte à ce que chacun d'entre nous puisse apporter sa contribution dans les différentes localités à ces vaillantes personnes. Parce qu'effectivement, il y a des zones, s'il n'y avait pas les VDP, ça allait être compliqué. Parce que 4 personnes, comme je le dis, ou 6 personnes, déménagent tout un village. Et on sait que dans nos pays, le maillage sécuritaire que nous avons ne permet pas forcément d'être dans toutes les communes parce qu'au Burkina, on a au moins 360 communes, on a plus de 8000 villages, donc ce n'est pas du tout évident. Donc de deux mots, essayons de choisir le moins de mal, de mieux s'organiser, d'être dans une démarche endogène, parce qu'aussi la souveraineté, c'est de pouvoir s'assurer de sa propre sécurité soi-même. Pardonnez-moi Isabelle, encore une fois, vu qu'on est en train de finir sur ce sujet. André parlait tout à l'heure de la classe politique burkinabé. On n'entend pas ces derniers temps. Oui, il faut avouer que depuis les coups de force, il y a un communiqué qui interdit les activités politiques au Burkina Faso. Wow. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique, son procès est fait de telle sorte où on estime que c'est cette classe politique qui a failli, c'est cette classe politique qui a conduit le Burkina Faso dans ces situations difficiles. Est-ce qu'on ne met pas de côté des compétences, là, Isabelle? Une dernière question. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le deuxième coup d'État qu'il y a eu. On a l'impression, en tout cas, que l'armée en interne, il n'y a pas de réelle entente parce qu'il y avait déjà une armée qui a pris le pouvoir par la force, une deuxième armée qui vient également prendre le pouvoir par la force. Finalement, comment est-ce qu'elle est organisée? Bon, ils nous ont expliqué il est dit que le groupe qui avait fait le premier coup d'État est le même qui aurait procédé au deuxième. Mais pourquoi? Et que la ligne directrice qu'ils auraient donnée au lieutenant-colonel Damiba était la ligne qu'ils n'avaient pas suivie, qu'ils l'avaient déviée. Je reviens sur le communiqué qui a été fait lors de leur prise de pouvoir et qu'ils ont décidé de revenir reprendre le pouvoir. Et d'ailleurs, le nom est resté MPSR. Je pense aujourd'hui c'est MPSR 1, MPSR 2. On peut parler d'une démocratie burkinabé, d'une vie démocratique burkinabé. Je ne pense pas qu'il y ait une vie démocratique à l'heure actuelle au Burkina Faso. Nous travaillons bien sûr à développer des initiatives endogènes pour endiguer loin de nos frontières le terrorisme. Aujourd'hui, je profite vraiment de cette tribune pour rappeler ce proverbe ivoirien qui dit que quand la case de ton voisin brûle, à toi de l'aider à éteindre le feu, de peur bien sûr que le feu ne se propage. Voilà, donc c'est vraiment aussi inviter à une certaine solidarité sous-régionale des pays voisins, des pays amis. C'est vrai que ces pays font déjà beaucoup
pour notre pays, mais c'est d'interpeller encore de telle sorte à ce qu'il y ait davantage d'union, davantage de cohésion. Et si jamais il y a des divergences, que ces divergences-là soient transcendées, parce qu'aujourd'hui, ces terroristes-là traversent les frontières. Oui, nous faisons face au même Voilà, qu'il y ait des actions communes entre les états-majors auprès des plus hautes autorités, afin qu'ensemble, on puisse retrouver ensemble ce lustre d'antan. Et je profite aussi de terminer en disant que la démarche que nous avons à travers le think tank, c'est de s'ouvrir, c'est de collaborer avec d'autres structures, par exemple ici avec la société civile la société civile de Côte d'Ivoire, des jeunes en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. C'est vraiment travailler à unir nos énergies, nos compétences, nos forces, parce que l'Afrique regorge aujourd'hui d'un énorme potentiel qu'il faut exploiter, mais l'exploiter dans le travail. J'étais à Dakar tout de suite où je me rappelle de cette expression de Cheikh Tidiane Gadio qui m'a dit « Aziz, Cheikh Anta Diop a lancé un appel aux jeunes en disant aux jeunes « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Ça veut dire que nous avons tout aujourd'hui en notre pouvoir, à nous de travailler, à nous de développer des initiatives endogènes, à nous de s'unir, à nous de collaborer ensemble. Et je pense que nous allons arriver à des lendemains meilleurs. Monsieur Dabo, merci d'avoir été sur notre plateau. Je vous garde parce que je vous présente notre président qui va faire son entrée, s'il vous plaît. Accueillons notre président qui nous retrouve exceptionnellement aujourd'hui. Monsieur le Président, on parlait du Burkina Faso. Vous vous êtes senti interpellé et sensible, vu que c'est un pays que vous connaissez bien, que vous appréciez. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Brice. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Dabo. C'est le président de quel pays? De notre pays. Notre pays, voilà. On l'appelle notre président, le président de la République, notre pays, voilà. Vous définissez les limites de notre pays. Voilà, c'est vous qui voyez. Monsieur le Président, d'ailleurs, on ne vous a pas vu depuis un moment. C'est vrai. J'étais en déplacement. En mission ou repos? Bien sûr, j'étais en France pour me reposer. Et bien évidemment, depuis Paris, j'assurais les affaires courantes. Et bien évidemment, il faut dire que j'ai été beaucoup pris par des échanges avec le président ukrainien. Mon frère et ami Zelensky, qui me suppliait presque, bien évidemment, de l'aider à finir avec ce problème avec la Russie. Ah, c'est vous qui l'a... Bien évidemment, il m'a sollicité pas plus tard qu'hier, il m'a appelé pour que j'amène au moins 20 dozos pour balayer la Russie. Je lui ai dit, je suis un homme de paix. Je suis un disciple du président Houphouët-Boigny. Et je suis persuadé que ce problème, bien sûr, se réglera dans la paix. Alors, on a vu des jeunes dans l'actualité, Monsieur le Président, qui se sont rendus donc, au domicile de Mme Odette Lorion. Voilà. J'ai suivi cela aussi avec beaucoup, bien évidemment, de peine. Vous savez, ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Et je voudrais préciser que ce n'est pas moi qui ai emmené ces jeunes. Mais après, je comprends, quand vous êtes un bosseur infatigable, tout le monde se réclame de vous parce que justement, ils sont enjaillés. Bien évidemment, voilà, je souhaite que les tensions s'apaisent et que nous puissions, bien sûr, aller vers d'autres perspectives, notamment celles que nous avons eues cette semaine avec la sortie des jeunes à l'RSTM, avec le Premier ministre Patrick Hachi. C'est très, très bien. Et bien évidemment, vous savez ce que nous prévoyons pour les jeunes, plus de formation. Et d'ailleurs, moi-même, je vais m'y mettre en donnant des cours. Ah bon? Parce que, écoutez, tout le monde sait que je suis PhD. Tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est PhD. C'est vrai. Son excellence à la bien sûr. Mais il parle de lui-même, donc. Je parle de moi-même. Apparemment, il ne m'a pas reconnu. Voilà. Et vous savez, en plus d'être PhD en économie, je donnais aussi des cours quand j'étais gouverneur de la BCEAO. Dans quel domaine? Je donnais des cours en crédiologie. La crédiologie. La science des crédits. Voilà, parfait. Je ne vais pas la définir ici. Je donnais également des cours en dribliologie. Okay. Voilà, je suis un grand dribbleur. Et bien évidemment, je crois que je vais m'organiser pour continuer ces cours. Très, très bien. Voilà. Monsieur le Président, je vous parlais de dribliologie, on parle de foot aussi. C'est bientôt les... il y a un match amical des éléphants. Oui, tout à fait. Le 23, c'est ça? Le 24, voilà. vendredi. Mais moi, j'ai appelé le président de la FIF. Je lui ai dit, Idriss, dès que les éléphants gagnent ce match, je les reçois. Et d'ailleurs, par le truchement d'Élysée, j'ai commandé assez de grenouilles.
Voilà, pour recevoir ces enfants. On a bien compris. Qui mouillent le maillot suffisamment pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, on parle de consommation. Hier, nous avons reçu le président de consomateur, on termine là-dessus. Bien sûr, j'ai suivi cela depuis le palais. Et j'avais bien voulu être là hier. Parce que j'avais une question pour le président des consommateurs. Et André, j'aurais bien voulu savoir si les Guérés, le peuple Guéré fait partie des consommateurs. Non. Parce qu'il me semble qu'ils consomment autre chose, hein? Monsieur le Président. Particulièrement les soirs. Non, monsieur le Président, la scopie. Voilà. Non, mais c'est une question qui me tient à cœur. Qui vous tient à cœur? Mais j'aurai l'occasion de la lui poser. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour votre passage. Qu'est-ce que je fais? Je pars. Ben, restez avec nous, on va conclure cette émission. Merci, monsieur Dabo. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Il y a la SCOOP quand même qui nous accompagne. La Société civile des opinions ouvertes et publiques. Très bien. Un groupe de plus de 400 personnes, des personnes quand même de qualité. Et la rencontre s'est faite à Kigali, au Youth Connect Africa, qui est le sommet des jeunes leaders là-bas. Et depuis ça, je pense que de bonnes perspectives sont en vue pour toute l'Afrique. Très, très bien. La jeunesse africaine parle d'une même voix. Oui. Merci André. Merci André. Et Isabelle, merci beaucoup. Je vous promets que j'aurais bien voulu vous laisser terminer. On va. J'ai reçu un message de Daouda. Il veut que je le dise en fait pour que les téléspectateurs puissent réfléchir chez eux à la maison. Alors il me dit, chien mange pas chien, mais le chien lèche son chiot. On vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau. Notre numéro du Contalk. Que Dieu veille sur vous. Ça ne me change pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ok, bravo. En tout cas, merci.